Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 33e, le vrai 33e, après celui qu'on a dû annuler la semaine dernière, donc 33e épisode du Bistrot d'Aller le LOSC. Bistrot d'Aller le LOSC, l'émission proposée pour les supporters du LOSC est réalisée par les supporters du LOSC, et notamment les Docs du Net et le site Aller le LOSC, donc une émission qui permet de faire intervenir les supporters. Vous êtes tous conviés si vous souhaitez participer au Bistrot d'Aller le LOSC, la porte est ouverte. Et cette émission est dédiée aux supporters. Vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Aller le LOSC et sur le groupe Facebook Aller le LOSC. Cette émission est ensuite diffusée en replay sur notre chaîne YouTube. Donc à partir de demain matin, elle sera à votre disposition. Et vous pouvez, bien sûr, comme chaque semaine, intervenir en direct dans les commentaires de notre page Facebook Allez le LOSC. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Nous reprendrons les principaux commentaires et nous les partagerons avec tous les auditeurs. Au sommaire, cette semaine, nous reviendrons sur LOSC OM, le match du week-end dernier. Donc, on a appelé ça des Lillois à réaction. On aurait pu l'appeler les Lillois passent à l'exorcisme, parce que c'est la première fois cette année qu'ils ont abandonné la possession, mais on restera sur notre titre initial. Et ensuite, en deuxième partie, on évoquera le prochain rendez-vous du LOSC, le match contre Nantes, rechute interdite face à Nantes. Pour évoquer cette actualité, vous reconnaissez les visages qui sont autour de moi ce soir. Alors, je vais commencer par Christophe, qui est arrivé en premier. Christophe C. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir François, bonsoir à tous. Oh, bah, c'est plus belle la vie ce soir, hein, donc tout va bien. Bon, c'est vrai que l'ambiance a l'air d'être un peu moins tendue qu'il y a 15 jours, mais bon. Nous avons également le deuxième Christophe. Un Christophe ne va jamais l'un sans l'autre, donc c'est Christophe D, Christophe Vieux. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Alors, il se gratte la barbichette. Il est également présent cette semaine. C'est Georges, notre supporter originaire de Tourcoing et résident dans la région dunkerquoise. Bonsoir. Bonsoir, Georges. Bonsoir à toutes et tous. Je ferai gaffe quand même avec Plus belle la vie, ça se déroule à Marseille, il me semble, non? Le clin d'œil était apprécié. Et vous le reconnaissez également, le justicier des tribunes. Ma réputation précède. Il s'agit de Julien des Docs de Paris. N'oubliez pas sa particule. Bonsoir Julien, comment vas-tu? Ça va bien, bonsoir à tous et veuillez m'excuser pour ce retard puisque c'est moi qui étais à la bourre, donc je suis désolé. Voilà, on a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On a l'habitude de ne pas déborder dans cette émission, de tenir l'heure stricto sensu. On essaiera de faire la même chose comme chaque semaine. Cette semaine, je vous vois tous sourire, je ne sais absolument pas pourquoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire un rapide coup de chapeau aux filles, un nouveau coup de chapeau aux filles qui ont remporté une nouvelle fois le derby à Arras. Sur le score de 0-1. Bon, le score est un peu moins impressionnant qu'au match aller, où les Lilloises l'avaient remporté 6-1. Et c'est vrai que c'était un match qui est remarquable, parce que depuis que Lille a gagné le droit de participer à la D1 l'année prochaine, on s'aperçoit qu'il reste concentré et qu'il continue d'aligner les victoires. Alors, est-ce que quelqu'un a un mot à dire sur cette victoire à Lens? Non, Julien, Si, Non, j'ai pas regardé, donc je peux pas. Par-delà le faible écart, quand même remarquer que les Lilloises auraient pu être en tongue, alors que les Lensoises jouent encore le maintien. Oui, enfin, c'est quand même. Il y a peu de chances qu'elles descendent. Il y a peu de chances qu'elles descendent. C'est un risque théorique. Mais voilà. En espérant que ça redevienne un jour le quotidien des masculins. Et surtout à noter également peut-être la prolongation de Rachel qui fait plaisir parce que au-delà des compétences, c'est une fille bien. Et puis voilà, le fait de se projeter pour la D1 l'année prochaine avec elle, c'est d'autant plus positif. On aura l'occasion, j'espère, de pouvoir y revenir dans un prochain Bistrot d'Aller le LOSC, ou spécialement dédié finalement au foot féminin à Lille. Alors moi, de la région aussi, hein, c'est un peu ces vieux football qu'on aime bien, où on avait encore des joueurs régionaux dans nos équipes. Et là, on a un entraîneur ou une entraîneuse, je ne sais jamais comment on dit, je ne trouve pas qu'entraîneuse ce soit joli. Donc je vais dire une entraîneur qui vient de Dunkerque, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est ce qu'elle nous avait dit. Donc c'est top, c'est génial d'avoir quelqu'un de la région à la tête de notre équipe en première division.
Julien, on l'a reçu 2 fois, Rachel, et j'avais passé 2 fois 1h30 à essayer d'éviter de dire entraîneuse. J'ai réussi à dire entraîneur, coach et tout. J'ai réussi à me contenir. Donc, l'exercice est assez difficile. Moi, je voulais quand même vous donner un scoop. Ah. Mais vraiment un scoop. Alors d'abord, une anecdote. Sur Twitter, Patrick Robert soulignait que ça s'était très bien passé au niveau des supporters, qu'il y avait des échanges entre les supporters au stade d'Arras et que les filles, finalement, ont un effet relaxant sur le groupe de supporters, visiblement. En tout cas, il n'y a eu aucune animosité. Et ça, Patrick souhaitait le souligner. Mais moi, je voudrais vous donner un autre scoop. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, on avait parlé du titre de champion de D2 et on disait qu'il était inaccessible. Oui, parce qu'il y a 2 poules. Parce qu'il y a 2 poules, et pour vous rappeler, le titre de champion se détermine entre les 2 premiers sur le nombre de points gagnés contre les équipes classées entre 2 et 6. C'est-à-dire à l'époque, on avait vu que Lille avait 19 points et il lui restait une rencontre à jouer contre les équipes classées en haut de classement. C'était le match contre Lens. Donc, en fait, ils l'ont gagné. Ils ont donc 22 points. Et qu'à l'époque, Saint-Étienne avait déjà 22 points. Et il lui restait 2 matchs à jouer contre les équipes de haut de tableau. Ces 2 matchs, Saint-Étienne, contrairement à Lille, les a joués en tongs. Ils ont eu 2 défaites. C'est-à-dire qu'ils restent à 22 points. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, le classement a évolué. Le classement a évolué, c'était Toulouse qui était 6e. Toulouse, Saint-Étienne les avait battus 2 fois. Et là, maintenant, c'est l'équipe d'Albi qui est 6e. Et justement, le dernier match, c'est Saint-Étienne-Albi. Alors, comme dirait Patrick Bruel, le titre de champion lie le sort d'Albi à Lille. Vous l'avez ? Albi à Lille, Albi à Lille, Albi à Lille. Je n'ai pas l'intégrale de là. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais je ne plaisante pas. Donc, ils ont vraiment 4 minutes d'intro pour ça. Sérieux, pour arriver là. Vous auriez pu au moins applaudir. La fin de saison, il est fatigué. Non, mais... Veuillez l'excuser. Connaissant si mal l'œuvre de Bruel, je n'avais même pas la référence. Alors, je voulais quand même rendre le responsable de cette plaisanterie au vrai responsable. C'est Damien Bonne que j'ai eu au téléphone, que j'ai eu un message cet après-midi. Et on échangeait justement. Ah oui, je dénonce. Je lui ai dit que j'allais lui rendre hommage. Damien Bonne, qui nous écoute peut-être, il risquait d'arriver. Et il est là. Il dit magnifique. Il n'y a pas de quoi être fier, Damien. Et en fait, on regardait justement, on avait fait les calculs pour essayer de voir comment ça allait se passer. Et au final, on s'est rendu compte de ça. Et il fait référence notamment à un article de Drogue, bière et complot contre le LOSC qui, relatait la première venue d'Albi à Lille il y a quelques années, où ils avaient fait un poème à l'occasion de la venue de ce club. Donc, j'invite notre ami Damien à mettre le lien sur les commentaires de la page Facebook et vous pourrez tous aller voir ce magnifique petit clip. Petit aparté quand même, parce que le système, je découvre, hein, tu m'expliques comment ça fonctionne pour le titre de champion, c'est-à-dire une espèce de calcul d'apothicaire à la con. Il ne pourrait pas faire, comme ça existait à l'époque, des 2 poules de Ligue 2 masculine, une belle finale, quoi. Un match de barrage, une finale. Oui, un affrontement aller-retour en finale, ce serait quand même vachement plus joli. Ce serait bien sûr. Alors, et sans plaisanter, en allant au bout du raisonnement, j'ai regardé attentivement, vous savez que je suis un juriste, moi, j'ai regardé le règlement de la D2 féminine, et en fait, il prévoit... Non, pas du tout, c'est une vraie information, j'en fais qu'une toutes les 5 minutes. Après, et surtout, une blague chantée, je n'en fais qu'une par émission. Après, c'est terminé. Je range mon costume de Voice. Donc, il est en ligne, vous pouvez aller cliquer sur le lien, Damien vient de le mettre, il appelle ça un monument de la littérature française, et je confirme, c'est un monument de la littérature française. Je reviens donc sur mon règlement extrêmement compliqué qui explique justement cette espèce de règle du jeu à la Guy Lux, pour les plus anciens d'entre nous, où personne ne comprend rien, et en fait, en cas d'égalité de points, et ça risque d'être le cas, si Saint-Étienne bat Albi,
il y a égalité de points, les deux clubs ont 22 points et j'ai rien trouvé qui permet de savoir comment ils différencient les deux clubs. Je ne sais pas comment ça va se passer. Tirage au sort, Shifumi, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc on verra. Donc le plus simple, c'est que nos amis d'Albi réussissent à prendre au minimum 1 point contre Saint-Etienne et ça nous promettra ce titre qu'on croyait un espoir perdu qui finalement redevient accessible à une journée de la fin. Voilà. Un long préambule, tout ça pour rendre hommage à Patrick Bruel, qu'on salue d'ailleurs. Je suis sûr qu'il est supporter du LOSC, en tout cas il va le devenir s'il écoute cette émission. Et je vous propose de passer à la... Moi, je suis supporter de Nice, je crois. Il est anglais? Non, mais c'est qu'il avait chanté à Nice, il s'était fait siffler pendant tout le match, pas tout, sans prestation. Ouais, alors je suis désolé parce que je n'ai pas trouvé de blague sur Booba. Sur Booba, non, comment il s'appelle? Je confonds. Ouais, en plus, c'est ça. Gims. Confond Booba et qui? Non, sur Gims, pardon. Sur Gims. Ah, Eddie Mitchell, je pourrais te trouver. Ça, c'est plus ma génération. Et Bruel, l'histoire, c'est qu'ils l'ont invité pour faire l'inauguration du nouveau stade à Nice, sans jamais penser que le mec était un supporter du PSG picousé, et qu'évidemment, les mecs, ils ont horreur de Bruel pour cette raison-là, quoi. Voilà. Faut quand même être bon, hein. Faut être doué pour faire un truc pareil. Hein. Ah bah, faut être dans l'événementiel, mais pas dans le football. Là. C'est bien, quoi. Et pareil avec Gims, qui avait été invité pour la finale de la Coupe de la Ligue, étant supporter de l'OM, sifflé par les Parisiens. Et les Lillois l'avaient sifflé aussi, juste eux, parce qu'ils ont bon goût pour la chanson française. Quoi. C'est ça, juste parce qu'on est mélomane. Voilà, si on aime les choses. On vient de le prouver ce soir qu'on était mélomane. Si on devait inaugurer quelque chose à Lille, on aurait qui? On aurait Boris, soirée disco, ou DJ Super, quoi. Ça, là, d'accord, là, on a d'accord. Là, d'accord. L'invitation est toujours permanente. Hein. Si Boris nous écoute, si DJ Super nous écoute, vous êtes invités. Les portes sont grandes ouvertes. Vous pouvez même, si vous revenir en direct, vous nous envoyez un petit message et je vous envoie le lien et vous nous rejoignez en direct pendant cette émission. On est prêt à accueillir toutes les nouvelles têtes sur ce direct. J'avais pu échanger avec Didier. On reste dans l'aparté, mais j'avais pu échanger avec Didier Super sur Messenger, donc sait-on jamais. Et Boris, je pense qu'on l'a à peu près tous croisé dans les virages de Grémont-Pré-Joris à l'époque. Il était abonné, c'était un fidèle parmi les fidèles, toujours un peu planqué parce que déjà à l'époque, il était connu et il ne voulait pas que ses fans lensois sachent qu'il était picousé au LOSC. Mais c'est un vrai fan du LOSC. Pardon de révéler ce secret qui n'en est pas vraiment un, hein, mais c'est un vrai picousé du LOSC. Il y a Florent Ladenne aussi. On n'en a jamais parlé, mais j'ai vu qu'il s'était exprimé sur le match de ce week-end en défendant particulièrement Jonathan Bamba. Sinon, le direct, il commence quand? En fait, il y a 15 jours, on avait fait la plus longue introduction du Bistrot d'Alelos et je me suis promis de remporter le titre pour cette semaine. Plus on avance dans la saison, plus on fera des introductions longues. Et on n'a pas encore parlé de l'humoriste Maxime, disparu des radars aussi. C'est vrai. Bon, on a parlé de célébrité, je pense qu'on est plus célèbre que lui aujourd'hui. Quasiment. Bon, je vais reprendre, on a déjà beaucoup de commentaires. Donc, on a Thierry qui nous dit, eh oui, encore un derby de gagné, pardon, tout mon respect à elle. Un derby. Un débit de poisson. Un derby. Donc, Damien Boone qui revient sur mes qualités de chanteur, qui trouve la chanson magnifique. On a Fabien à... Samedi, ce n'était pas sur la place des grands hommes OM. Donc, bravo, ça commence fort. Donc, Ça, c'est le chercher. Ah, mais il y a Anthony Ladenne qui nous dit c'est mon cousin Florent Ladenne, je ne savais pas. Bah, Anthony, si tu peux inviter Florent, alors je sais qu'il bosse le soir, il a des services à honorer, mais franchement, s'il veut venir un de ces soirs nous expliquer depuis quand et pourquoi il est fan du LOSC, on le prend une petite demi-heure et il nous fait l'intro, hein, ça serait génial. Hein. Il a des services à honorer, contrairement à Dominique Strauss-Kahn qui a plutôt des sévices à honorer. Hein. Je suis en pleine forme ce soir. Je vais être insupportable, je pense. Je vais être insupportable. Alors, on a toujours des commentaires. Alors, nos internautes sont en forme. Hein. Damien qui nous dit Boris venait au match contre Angers pour la soirée du SCO. Donc, elle est meilleure que tout à l'heure. Hein. C'est vrai. Soirée du SCO, c'est pas mal. Mais il avait déjà fait en direct ici il y a quelques mois, je pense. Je crois m'en souvenir. Donc voilà, donc
Vous êtes tous en forme, nous aussi. On va pouvoir aborder l'actualité plus directe du LOSC. Et donc, première partie, donc LOSC-OM des Lillois à réaction, les stats du match. Donc, comme d'habitude, on va commencer par ça. Donc, le score, je ne vous le rappelle pas. Aussi, je vous le rappelle, ça fait tellement plaisir. 2-1 contre l'OM, 12 tirs contre 8 pour Marseille, 3 tirs cadrés partout. 47% de possession pour Lille, 53% pour Marseille. Voilà, on a réussi à se débarrasser de ce putain de titre. On a lâché la possession, on s'est fait exorciser. Terminé. Et ça démontre que finalement, même sans la possession, on peut gagner des matchs et ça fait plaisir. On a ensuite, en nombre de passes, 405 pour Lille, 456 pour Marseille. 77% de précision contre 78 à Marseille. 77, c'est assez faible. Hein. Souvent, on est au-dessus de 80 et on a un taux. Il y avait beaucoup de déchets techniques sur ce match, et notamment en première mi-temps. Ouais, c'est comme du pressing. 14 fautes lilloises contre 20 marseillaises. 3 cartons jaunes pour Lille, 2 pour Marseille. Le parallèle entre les deux stats m'interroge un peu. Et ensuite, 0 hors-jeu. Contre 5 pour Marseille, 3 corners à 4, donc très peu de corners dans ce match. Alors, comme d'habitude, je vous propose de faire un premier tour de table pour connaître votre sentiment général sur le match. Ensuite, on fera les tops et les flops, et on terminera en revenant sur un fait marquant peut-être de ce match, c'est les choix tactiques de Fonseca, à la fois avant et pendant le match. Qui veut commencer le premier tour de table sur son avis général sur le match? Alors, on va commencer par Christophe C. Je te vois dubitatif. Est-ce que tu veux te lancer? Allez, dubitatif comme C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Comme le nom du match, en fait. Hein. J'ai regardé ça en replay, j'étais pas au stade. Et voilà, donc la première mi-temps, je vous avouerai que des deux côtés, c'était plutôt insipide, pas grand-chose. À part du pressing, comme le disait Christophe tout à l'heure, on a eu un match vraiment tactique à ce moment-là, avec beaucoup de maladresse, beaucoup de déchets techniques. Pas grand-chose à retenir. Voilà, après, la deuxième mi-temps, quand même de meilleure facture, avec quelques changements obligés, avec les blessures encore de notre côté, malheureusement. Donc, dès qu'on en récupère, on en repère 2. Donc, voilà, il y en a 2 qui reviennent, on en repère 2. C'est vraiment dommage. On aura vraiment eu une année gâchée par tout ça. Et voilà, donc, encore une fois, un match où on n'a aucune certitude dans le jeu. On a juste les 3 points qui font du bien. Et puis, c'est ce que je retiens essentiellement. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook du Bistrot des LOSC. Faites-nous part de votre sentiment sur ce match. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Julien, tu étais au stade, j'ai cru savoir. Pareil, il y a des gens qui m'ont vu et qui m'ont entendu. Ouais, j'étais au stade. Bon, c'était génial. On s'est bien rendu compte que quelque chose se passait en première mi-temps. Donc certes, la première mi-temps est un peu frustrante. On ne voit pas du beau football. Mais on voit tout de suite, on va parler de tactique tout à l'heure, mais on voit tout de suite ce 4-4-2, on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. On voit un Cabella en 9,5, donc on se dit, mais il est complètement con ou quoi? Il l'a déjà fait à PSG, ça n'a pas marché. Et bas les bas. Bas les bas. Et on c'est pour montrer que je suis. Hein. Oui, je vois que tu m'écoutes, ça fait plaisir pour une fois. J'ai vu le match, j'étais pas au cinéma. Et voilà, donc on voit, on sent qu'il se passe quelque chose. Et arrive la deuxième mi-temps, et là, c'est une autre équipe, c'est d'autres intentions, c'est une autre façon de jouer, et c'est ultra plaisant parce qu'on commence à leur mettre le feu. Le public chauffe de plus en plus parce que même au niveau du public, j'ai trouvé la première mi-temps assez molle et assez faible. Toujours pareil, 5 premières minutes, ça va. Et puis après, ça baisse un peu. Et on a une deuxième mi-temps qui est extraordinaire où on a du mal à sortir un joueur qui n'aurait pas été au niveau sur cette mi-temps-là. Il y avait une envie d'aller chercher cette victoire qui était incroyable. Moi, qui me fait toujours nourrir des regrets parce que je me dis qu'avec cette envie-là, cette ambition-là, Angers, Auxerre, Reims, ce sont des clubs qui doivent même pas être des sujets pour nous et on ne serait pas en train, comme on va le faire dans quelques minutes, de parler Europa League, Conference League, machin. On serait déjà qualifié en Europa League depuis un moment et ce serait réglé, quoi. Donc, c'est un groupe qui sait le faire, c'est un groupe qui est toujours fort à la maison, c'est un groupe qui sait retourner des situations parce que bizarrement, c'est vrai qu'à la mi-temps,
ça a beau faire 1-0, moi je ne suis pas particulièrement inquiet parce que je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on sait le faire et qu'on l'a souvent fait. Et puis ces buts, c'est génial, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu autant de vacarme dans ce stade. C'est un bonheur qui est extraordinaire. On sort du stade avec le sourire jusqu'aux oreilles. Beaucoup de gens sont restés à la fin du match pour saluer les joueurs. Souvent, en 2 minutes, ce stade se vide. Et puis là, je pense qu'il restait encore un bon 25-30 000 quand les joueurs ont traversé la pelouse. Donc, c'était formidable parce qu'il y avait encore énormément d'ambiance. Moi, j'ai passé une soirée fantastique et puis je peux en parler dès maintenant, d'ailleurs, qui s'est extrêmement bien terminée puisque dans le parking A2, j'ai croisé Diakité qui repartait avec des copains. Le parking était complètement vide, il allait fermer, il était très très tard et j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec lui. C'est extrêmement sympathique, il a fait un match de fou, peut-être son meilleur chez nous, donc c'était génial. Enfin, j'ai passé une soirée extraordinaire comme on aimerait en vivre plus souvent. Alors, Georges, est-ce que toi aussi, tu as vécu ce match de la même façon, une première mi-temps nuancée, une deuxième mi-temps enthousiasmante? L'impression, d'abord, petite remarque, Julien rôde à 2h du matin dans les parkings. Bon. C'est pas 2h, ça ferme avant. Si tu connaissais les parkings, ça ferme plus tôt que ça. Je peux confirmer que les parkings du stade ferment avant 2h. Je peux confirmer. C'est pour ça que je vais y aller. Ouais, le match, moi, j'ai pas vu, j'étais pas en direct, mais alors je sais pas si l'effet était voulu, mais clairement, les deux équipes dormaient complètement en première mi-temps. Il y a sans doute eu un éclair somnambule de Klose qui fait que la première mi-temps bascule pas en notre faveur. Et puis, il y a une équipe qui s'est réveillée en deuxième mi-temps et qui a fait ce qu'il fallait faire. Alors, est-ce un coup de génie? Est-ce qu'on avait décidé de les anesthésier avec ce 4-4-2 qui était un peu différent de ce qu'on voyait à l'ordinaire? Est-ce que c'est vraiment un effet voulu? Et puis après, oui, on a une deuxième mi-temps absolument incroyable. Malgré, Christophe en parlait, l'hécatombe de joueurs, encore une fois. Puis on se retrouve dans une situation, sur la fin de match, où nos joueurs défensifs sont sur les rotules, si bien qu'on finit quand même avec un Bamba numéro 6. Là, j'ai eu une petite frayeur à ce moment-là, et puis ça s'est très vite estompé parce que la maîtrise est restée totale. Je pense que c'est, comme tu dis, il n'y avait pas la possession, c'était un match un peu atypique, c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir avec eux cette année. Et au final, ça paye. Ça paye extrêmement bien. Bon, après, oui, comme disait Julien, évidemment, les regrets, mais je pense qu'il y a trop de regrets cette année pour qu'on puisse en avoir. Donc, me contenterai allègrement si on arrive à cette place d'Europa League. Je pense que de toute façon, on est à peu près à notre place. Et donc, ce match prouve encore une fois aussi que cette équipe est totalement impronosticable, quoi. Je pense que les mecs, cette année, ont pris une décision au début de saison, c'est on va faire chier les parieurs de BetClick, quoi. En tout cas, ça marche bien. Alors, on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a Trifred, belle victoire d'équipe, surtout une grosse deuxième mi-temps. La première, les deux équipes se sont jaugées, une composition surprenante. Fonseca a changé son fusil d'épaule et commence à s'adapter. Trifred, toujours, première mi-temps, où Euro sort du lot en gagnant tous ses duels. Michel, qui nous dit en première, on les a consumés physiquement. En seconde, on les a ouverts. Grosse performance d'avoir pris cette équipe reconnue pour son intensité à son jeu physique et pas seulement. J'ai pas vu un Marseillais avec des crampes, les têtes ont flanché du côté du Vieux-Port. Fabien, deux équipes qui ne voulaient pas se livrer en première mi-temps, très frustrante, un milieu lillois gonflé à la testostérone mais sans créativité, une deuxième mi-temps pleine d'envie mais un peu de maladresse tout de même. Thierry, vous me faites beaucoup lire ce soir. Thierry, deux mi-temps totalement opposés avec un coaching gagnant et une ambiance de feu. Life tactique de fatiguer l'OM et les pousser à jouer en profondeur. Faire rentrer Ounas Cabella pour tuer Marseille en deuxième. Sébastien, je dis, vous me faites travailler, hein, ils savent retourner. La prochaine émission, j'invite personne, pas de piller, je fais le tout avec les commentaires.
Sébastien, ils savent retourner des situations, oui, mais pas à l'extérieur, bizarrement. Même dans des stades plutôt calmes, Fonseca a pris la Ligue 1 avec un jeu plus dur, à la grinta. C'est ce qu'il manquait parfois. Et Gildas, grande faiblesse technique en première mi-temps, mais un LOSC en mode rouleau compresseur en deuxième. Ambiance énorme dans le stade, comme pas vu depuis longtemps. N'oublions pas le hors-jeu pour un orteil. On reviendra. Bonjour à Mélissandre Gomez, la magnifique journaliste impartiale du meilleur quotidien sportif français. Qui va quand même reprocher un arbitre de ne pas avoir fait d'erreur. C'est vrai. On va au bout du journalisme avec ça. Gildas, c'est beaucoup moins de Marseillais de Tourcoing par rapport à d'habitude. On reviendra sur les Marseillais de Tourcoing. Ouais, alors les Marseillais de Tourcoing, on peut en parler. Julien, tu veux en parler un petit peu des Marseillais de Tourcoing? Non, il y en avait, et donc je recommande à tout le monde, quand ça arrive, de se lever, d'aller les voir et de leur demander de se taire simplement. Moi, je me suis levé, c'est ce que j'ai fait. Gentiment et poliment. Gentiment et poliment, évidemment, comme d'habitude. Mais ça me paraît important parce que pour être allé quand même souvent, et voire très souvent au Vélodrome, j'ai souvent fait les Marseille-Lille, j'ai fait le déplacement. Voilà, un Lillois dans une tribune marseillaise se permettrait pas un dixième de, par exemple, ce que se permettait mon voisin quelques sièges en dessous. Donc, je pense que c'est important de descendre. On n'est pas là pour se bagarrer, mais de demander aux mecs de se taire et de nous respecter un peu, quoi. Ça fait aussi partie du truc. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a été beaucoup moins exubérant à partir du moment où on a discuté et qu'il est même parti 5 minutes avant la fin du match. Donc ça m'a fait encore plus plaisir. Bon, écoute, on salue les Marseillais de Tourcoing, mais on salue aussi les Marseillais de Roubaix, d'Ouascal, de Maubeuge, de T'as envie de demander quand même. Wattrelos, c'est Wattrelos important. Wattrelos. La question que tu as envie de poser à un supporter marseillais de Tourcoing, c'est savoir, mais tu n'habites plus le Vieux-Port? Je préférais la blague du soirée du SCO. Excuse-moi, Georges, je préférais celle-là. Je la trouvais beaucoup plus fine, si je peux me permettre, par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, on a Anthony qui nous dit il faudra maintenant Lille-Nantes, Rennes reçoit Monaco, on a nos chances de terminer à la 4e place, on y reviendra dans la deuxième partie d'émission. Et Lionel, il faudra être très pro contre Nantes, et ce n'est pas gagné d'avance. Donc, voilà, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Christophe, on ne t'a pas encore interrogé sur ce match. Quel est ton sentiment sur… Alors, je sais que c'est un peu difficile, tu ne l'as pas vu en direct, parce qu'il y avait… Tu avais rugby, si je dis pas de Non, j'ai vu en direct. Le rugby, c'était avant. Ah, ok, attends pour moi, alors. Le rugby, c'était avant, et en fait, j'ai commencé le rugby. Bon, bref, je parle de ma vie ici. C'est déjà été assez long comme ça. Non, on a déjà fait un quart d'heure d'introduction. Si en plus tu racontes ton stage samedi, on n'a pas fini. Bravo La Rochelle, quoi. Bravo La Rochelle, en gros. Voilà, bravo La Rochelle. J'ai envoyé mes jeunes voir le match, et moi, je suis resté à la maison parce que j'avais déjà passé on les a J'ai envoyé mes jeunes. Il y a une forme de notabilité. J'ai envoyé mes jeunes. Surtout qu'après, la formation, c'est comme ça qu'on les forme. Surtout qu'après le match, c'est nous qui les avons accueillis. Ils erraient comme ça tout seuls sur l'esplanade. On leur a dit venez avec nous, on va aller boire un coup. Et heureusement qu'on était là pour s'en occuper. Et là, ils disent pas non. Jamais, je te confirme. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Ce qui m'embête, c'est que tu commences par dire on parle tactique après. Ben non, on ne peut pas parler tactique après. Ce match, il est essentiellement tactique. Il est que tactique. Moi, quand j'ai vu la composition de l'équipe, parce qu'on était avec beaucoup de jeunes quand même, aussi, parce que Lille avait aussi envoyé ses jeunes sur le terrain. Et donc, du coup, Fonseca, il avait 2 solutions. Soit il jouait comme d'habitude en se disant les jeunes remplacent les vieux et puis ça va faire pareil. Ou alors il disait je trouve autre chose, et il a trouvé autre chose, et je trouve que c'était vachement intéressant. Alors chiant à regarder, c'est vrai à première mi-temps, mais vachement intéressant d'un point de vue tactique ce qu'il a mis en place. Je pense qu'il avait peur que le pressing marseillais vienne nous étouffer en début de match et nous mettre 2 buts d'entrée par exemple, et après un match qu'on aurait fermé, quoi. Et en faisant cette tactique-là, en fait, il a empêché les Marseillais de faire leur pressing. Et ce qui était vachement intéressant après, c'est de voir comment en deuxième mi-temps, Lille a changé de style de jeu et là a vraiment embêté Tudor. Et je pense que Tudor, il a perdu la bataille. Et du coup, c'était vraiment, vraiment intéressant à voir. Là, les entrées, non pas de Ounas et de Cabella, mais plutôt de Angel et Cabella, qui vraiment fait la différence d'entrée.
Ça, c'était vraiment intéressant à voir. Et après, les entrées derrière, tout était bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Tout le monde a joué à fond. Mais c'est un match essentiellement tactique. Et c'est vachement intéressant de voir que Fonseca, qu'on disait dogmatique, qui ne revenait pas sur ses principes, qui était le gars, tu vois, droit, qui ne bouge pas droit dans ses bottes, ben non, en fait, il a changé d'avis. Et son 4-5-1 a bien marché et était changé en 4-4-2, voire 4-3-3 par moment. Enfin, c'était vachement bien ce qu'il a fait. Encore un indice comme quoi Paulo Fonseca écoute certainement le bistrot d'Alelosk, parce que c'était des remarques qu'on avait faites et on regrettait toujours ce dogmatisme, comme tu l'as dit, ou cet immobilisme. Et en tout cas, c'est une bonne chose. On y reviendra plus en détail en faisant un tour de table sur le sujet tout à l'heure. Je vous propose de passer tout de suite à vos tops et à vos flops. Alors, qui veut commencer? On garde le même ordre. Christophe C. Julien a évoqué un nom tout à l'heure, c'est Diakité, qui a sans doute fait effectivement son meilleur match de la saison. Et bizarrement, il l'a fait comme défenseur central. Alors, bizarrement. Ta marotte. Mais voilà, je vais quand même insister là-dessus. Ce joueur a fait son meilleur match en poste de défenseur central. Voilà, pour moi, les deux sont liés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je voudrais citer un joueur qu'on cite peu parce qu'il joue peu, mais j'ai bien aimé la débauche d'énergie et tout ce qu'il a pu donner avec ses camarades du milieu de terrain. C'est Jonas Martin qui finit raide comme pas possible, raide de crampe. Et bravo à lui, notamment sur la dernière action là, qui l'empêche de continuer et de finir le match. Mais il avait tout donné, de toute façon, il était bien rincé. Et je voulais mettre ce joueur en avant. Et puis, on l'a déjà cité, mais Yoro qui fait un match énorme, ce gamin. Je ne sais pas s'il y a encore un contrat longue durée, mais il faut le faire tout de suite parce qu'il risque d'attirer les regards. Plus il va jouer, plus il va attirer et plus vite il va partir. Donc, il faut vraiment faire quelque chose, monsieur Létang. Qu'il ait déjà son bac STMG d'abord. Hein. C'est son objectif suivant. Je vais vous poser une question un peu polémique à laquelle je vous invite à répondre à chaque fois que vous interviendrez sur ce tour de table. Est-ce que selon vous, avec la charnière centrale habituelle, on aurait eu le même résultat? Christophe, est-ce que tu veux intervenir? Évidemment que non. Évidemment que non. Quand on voit le jeu de profondeur, le jeu en rupture, tu l'as dit, hein, ils ont été, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 fois hors jeu. Effectivement, ils auraient été peut-être suffisamment en retrait pour partir en profondeur sans être hors jeu. Ils n'en auraient pas eu besoin. Donc, voilà. Évidemment que non. Julien, est-ce que tu veux réagir, nous donner tes tops et tes flops? Alors, on a compris que Diakité, c'était ton top numéro 1. En tout cas. Ouais, et puis c'est plaisir de croiser un mec qui a un sourire jusqu'aux oreilles, qui est d'une simplicité incroyable. Vraiment, il a été gentil, je l'ai checké, machin. J'avais bu des coups, j'étais un peu lourd. Et vraiment, il a été cool avec moi. Ça ne devait pas être évident. Je me mets 2 secondes à sa place, ça ne devait pas être rigolo. Et il a vraiment été bonnard. Il n'y a pas que quand tu bois un coup. Hein. C'est vrai. En un Bourak, parce que peut-être qu'il est allé leur parler, peut-être qu'il leur a donné un petit supplément d'âme, j'en sais rien, mais j'ai envie de l'imaginer parce que ce serait formidable. C'est exactement ce que je disais à mon voisin de stade à la mi-temps. Si ça se trouve, Bourak, il va aller dans les tribunes et il va aller les remonter. Je sais pas. Je pense pas parce qu'on n'a pas été hors jeu. Voilà, c'est difficile de ne pas citer Jonas Martin et en particulier cette première mi-temps où je n'avais pas souvenir d'avoir vu un milieu de terrain avec un aussi bon jeu de tête chez nous. Là, il a vraiment été excellent. Il a pris un nombre de ballons incroyable. Et même si c'était juste, même si parfois c'était maladroit et même si ça manquait d'automatisme, mais comment ne pas manquer d'automatisme quand tu n'as quasiment jamais joué de l'année, en termes d'intensité, d'envie de ce qu'il nous a montré, il a été formidable. Formidable et un très bon complément de Benjamin André, que j'ai encore une fois trouvé extraordinaire, comme d'habitude. Enfin, ce mec est dingue. Difficile de ne pas dire que Bamba a fait un grand match, parce qu'il a fait un grand match. Il a encore raté, comme il rate souvent, quasiment l'inratable, parce qu'il a un caviar. Pourquoi il veut la mettre en lucarne? J'en sais rien. En effet, ce qui est les lucarnes, c'est le but de l'année, mais bon, elle est au-dessus, donc ça passe pas. Ouéa, j'ai beaucoup aimé son match offensivement. Il y a des petits déchets défensivement, mais offensivement, il nous a fait des trucs incroyables. Diakité, tu l'as dit, bien sûr, pour moi, c'est son meilleur match.
Yoro, il a que 17 balais. Quand tu vois le match qu'il fait, c'est extraordinaire. Et puis l'entrée de Cabella et de Gomez à la 67 et à la 68e. Et comme ils rentrent pour jouer 30 minutes et que ça arrive très rarement dans le coaching de Fonseca, ce sera la partie d'après. Mais c'est difficile de ne pas mettre Fonseca dans les tops de ce match. Et dans les flops, j'en ai aucun à Lille. Franchement, je trouve que ce serait dégueulasse de donner un flop sur un match pareil. Alors, il y en a peut-être qui le donneront, donc pardon pour de ce jugement. Mais j'étais déçu parce que j'aime beaucoup Under à Marseille. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et on l'a complètement éteint, on ne l'a pas vu. Donc pour moi, c'est un vrai flop du côté marseillais. Et d'ailleurs, il a pris des notes, il s'est fait défoncer un peu dans tous les sens dans la presse. Et pas un flop, mais Gigot, on l'aime saignant. Et écoute, il a été saignant, il est sorti. Voilà. Là, il a surtout flageolé, le mec. Les bas, on a découpé une bonne tranche, donc c'était parfait. Voilà. Donc je crois que j'ai jamais été aussi long et c'est à la hauteur du plaisir que j'ai pris pendant cette deuxième mi-temps et du plaisir de battre l'OM, quoi. C'est presque aussi fort que de battre le RC Lens, hein. Sincèrement, ça fait vraiment partie des matchs pour moi incontournables et depuis tout petit, il faut battre Marseille, quoi. Bon, amis internautes, si vous voulez nous donner vos top et flops, c'est le moment. Je vais en lire quelques-uns. Si vous voulez faire des blagues sur Gigot, allez-y. Il y en a encore certainement quelques-unes qui sont disponibles. Ouais, on vous écoute, on compte sur vous. Donc, ficelé, voilà, au niveau du top, Michel, top Diakité, Baleba et Bamba. Gros top pour Thierry pour la défense centrale. Flop Chevalier. Trifred, la charnière centrale en top et Fonseca pour sa composition. Tudor pour avoir écarté 2 joueurs la veille du match. Fabien Losc, top Yoro, Diakité, Jonas Martin, Bamba, Cabella et Bourak. Ouais. On voit qu'il aime le Losc. À noter la justesse de l'arbitrage. Brizard, vous avez dit Brizard. On a Michel avec la charnière centrale habituelle. On n'aurait pas eu la même compo de départ, c'est pas faux. Avec Diallo et Alexandro, donc peut-être, mais pas Alexandro Fonte. C'est pour répondre à la question tout à l'heure. Est-ce qu'on aurait pu effectivement avoir le même résultat avec la charnière centrale habituelle? Gildas, après avoir été le meilleur défenseur monégasque, Bamba était cette fois dans le bon camp et parmi les meilleurs Lillois. Damien, belle paire de la défense centrale, avec un milieu hyper renforcé juste devant, un peu comme Kier et Baja, avec Mavouba et Gay devant. Donc André a joué plutôt deuxième stopper, hein, quasiment. Oui, tout à fait. On a évoqué il y a 15 jours. C'est ça, il venait renforcer, c'était une espèce de défense à 3, finalement, avec un milieu renforcé qui permettait de faire le lien avec André. Donc, on a Live qui nous dit top André capitaine, Live flop Klaus. Alors, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste pour être un ancien Lensois. Ouais. Et moi, j'ai souvent crié, je lui ai souvent dit qu'il était nul et que vraiment, il fallait qu'il retourne à Lens, un club à son niveau. Voilà, Gildas, je croyais que Gigot était sorti parce qu'il était cuit. On l'a demandé, on l'a eu. Hein, donc, on va pas se plaindre. Hein. Sanchez a rendu hommage à Bourak samedi soir, donc référence au hors-jeu. Damien Boone, tout à fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, il répond tout à fait. Voilà. Lionel, la charnière centrale en top. Pourtant, nous avions peur au début avec ses centraux. Le coach aussi pour la titularisation de Martin et Baleba. Sans le citer en flop, je suis allé à Monaco et vu contre Marseille, je reste sur ma fin avec Ounas pour Hervé et Sébastien André et pas à l'origine du but marseillais. C'était la question qui se posait. Je crois que c'est lui qui perd le ballon, si je ne dis pas de bêtises. Ounas, il catalyse quand même les défenseurs. Les mecs savent qu'il est dangereux, il provoque. Moi, il était de mon côté, hein, il était côté honneur là, quand il rentre. Et tu vois quand même qu'il les emmerde. Donc, il crée... Mécaniquement, il crée des brèches. Et si Cabella a des vrais espaces, je pense que c'est aussi grâce à Ounas. Donc, bon, il ne fait pas une entrée peut-être aussi tonitruante que d'habitude, mais son jeu et sa façon de provoquer créent quand même des espaces pour d'autres, et en l'occurrence pour Cabella. Donc, ouais, et puis il a fait l'effort défensif derrière en plus. Ouais, en termes de complémentarité, c'est chouette. Ouais, juste dernier truc. Bamba, quelqu'un disait il finit 6. Quelle débauche d'énergie. Mais c'est dur de ne pas aimer ce mec. Mais bien sûr qu'il est maladroit, mais putain, mais il a une VMA. Moi, j'aimerais bien avoir ses stats physiques. C'est impressionnant. Lui et David,
C'est les deux maladroits d'ailleurs, mais comment leur en vouloir? Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça fait partie de nos racines et de ce qu'on aime à Lille. Quand tu te bagarres autant, comment leur en vouloir? Les mecs n'arrêtent pas. C'est extraordinaire. Moi j'aime vraiment ces deux mecs malgré leur maladresse, quoi. C'est extraordinaire. Dernier avis pour l'instant, Lionel qui nous dit belle inspiration de Baleba qui va chercher le penalty, ce qui fait tourner le match. Beaucoup de top, beaucoup de flop. Georges, tu as certainement encore des choses à dire. Quels sont tes tops, quels sont tes flops? Plus tant que ça, parce que, en effet, comme disait Julien, même si en première mi-temps, je pense que des flops, on en avait à foison. Évidemment, le but, le ballon perdu, la légèreté du marquage de Weah, le manque d'anticipation de Chevalier aussi, qui est vraiment, pour le coup, responsable sur le but. Mais je pense que derrière, ils sont tous tellement remis sur les rails que, d'ailleurs, je pense que Julien a cité à peu près tout le monde dans les tops. Et on a juste oublié un. Alors, c'est vrai qu'il n'influe pas sur le résultat, mais je l'ai trouvé déjà très brillant en première mi-temps et il fluidifie encore le jeu. C'est notre ami André Gomes qui fait vraiment se gratifier en première mi-temps d'un geste technique absolument fabuleux. Et ouais, ne peut pas, parce que pour le coup, si on a un qui est vraiment pas flop dès la première mi-temps, c'est Yoro, qui fait un match de bout en bout. D'ailleurs, je crois que si on parle de stats, c'est 100% de duel gagné, hein, Yoro, sur ce match. 100%, donc je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Et son acolyte. Alors, est-ce que ça se serait passé différemment avec les deux autres? Je n'ai pas pour habitude de me projeter dans des prophéties inenvisageables, mais enfin, il paraît évident quand même qu'au vu de leurs prestations, souvent improbables, on n'aurait sans doute pas eu le même rendement. Donc, on se posait la question de savoir une charnière aussi neuve. Comme tu as dit, c'est peut-être un mal pour un bien, et au final, ça fait sacrément du bien. Et c'est vrai aussi que Diakité, en défense centrale, me dit que peut-être que pour l'année prochaine, on a résolu entre lui, Yoro et Thiago Diallo qui va arriver. Et puis peut-être que là, il sera temps d'aller chercher des latéraux, par contre. Mais donc voilà, en top. Bah oui, Jonas Martin. On ne peut que le mettre parce que le garçon, il a été tellement invisible, tellement transparent. Première mi-temps, il est déjà pas mal. Il fait une très belle deuxième mi-temps. Ce qui fait même que, en un seul match, dans la dynastie des Martin Lillois, Jonas est passé devant Marvin, quoi. Oh, il était presque déjà avant. Hein. Ouais, donc, il n'y a pas de flop, mais je pense que, ouais, en top, on a envie d'en mettre plein, surtout en deuxième mi-temps, et puis on reparlera du coaching de Fonseca, mais je pense vraiment que s'il a voulu anesthésier les Marseillais pour les piquer en deuxième mi-temps, si vraiment ça, c'était sa volonté dès le début, alors c'est génie pur, quoi. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité, c'est Gudmundsson, et moi je trouve que aussi, oui. son entrée suite à la blessure d'Ismaili, elle est loin d'être déconnante et qui nous fait un bon match. Il fait une bonne entrée. Mais je pense qu'on peut citer tous les entrants parce que d'une part, ils changent le cours du match, mais en plus, en fin de match, ils blindent. Et malgré, je te dis, les grosses frayeurs qui les plus les angoisses en disant, oh là là, on manque de joueurs à vocation défensive. On n'est pas en fin de match réellement affolé par ces Marseillais, alors qu'à ce moment-là, on disait ça pouvait prendre une autre tournure, quoi. Excusez Julien, il avait un challenge aujourd'hui, c'était citer l'intégralité des joueurs lillois dans ses tops. Mission accomplie, Julien. Non, j'ai pas parlé de Baleba. Et Baleba, on peut en parler parce que à son âge, avec toutes les erreurs qu'il fait en début de première mi-temps, à son âge, il peut sombrer complètement et s'éteindre. Surtout qu'on sait les problèmes perso, il a perdu sa maman il y a 3 semaines. Le mec pouvait, mais psychologiquement, s'effondrer. Le mec, il a rien lâché et il va nous chercher le péno. Donc ça, enfin, franchement, c'est absolument bluffant parce que 9,5, on voit bien que c'est pas son poste. Et franchement, qu'est-ce qu'il loupe? C'était insupportable. Les 25 premières minutes, elles sont douloureuses. Certes, il presse. Certes, il donne tout son volume physique. Mais il n'en fait rien, quoi, finalement, de ce truc-là parce qu'il n'a pas d'automatisme avec David. Il ne sait pas quoi foutre du ballon. Et le gars, il a pas lâché, il était là. C'est extraordinaire. J'ai pas cité qui. Chevalier, je croyais. Bayo, moi, je voudrais citer Bayo parce qu'il y a eu quand même deux actions marquantes en deuxième mi-temps qui illustrent un peu l'engagement global des joueurs dans ce match et leur volonté de gagner. C'est le fameux tacle
Martin juste avant qu'il sorte sur crampe, entre guillemets, et la tentative de plaquage de Baleba qui était quand même Bayo, qui était quand même remarquable. Donc voilà, je vous laisse retrouver les images sur Twitter ou les réseaux sociaux. C'était vraiment une grande action. Et il en rigole dans les vestiaires après, parce que les joueurs forcément se moquent de lui, et il répond qu'il ne voulait pas enlever son short, tout ça, enfin arracher le short du joueur, et donc il a quand même essayé de l'arrêter. Et il l'a quand même ralenti, hein, donc ça a permis effectivement à l'action de ne pas aller jusqu'au bout, donc on le salue. Des commentaires avant de passer la parole à Christophe, hein, donc Michel qui nous dit Euro est loin sur le but de Klose. Le point faible identifié par l'OM est pour lui la relation Weah-Euro, mais bon, indulgence, hein, vu la jeunesse des uns et des autres. Et puis, pour Lionel, c'est un monstre Baleba, et cette victoire est terriblement importante au vu de la configuration du classement. On y reviendra tout à l'heure. Christophe D, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops? Moi, je vais vous donner le top Bamba, le flop David. Ça, c'est David, mon fils Gabriel, qui était avec moi au tournoi au stand et qui a dormi pendant tout le match parce qu'il était crevé de son tournoi. Donc, il n'a pas vu le match. Donc, bon, on peut l'excuser. Non, mais pour moi, le top, c'est Fonseca. Enfin, il n'y a pas. Voilà. Pour moi, le top, c'est Fonseca parce que j'ai vraiment trouvé. Et là, je suis persuadé qu'il a fait exprès. Hein, parce que on dit, les bas, il ne sait pas quoi faire avec le ballon, mais on s'en fout de ça. Ce qu'il devait, c'était presser, les user, les fatiguer et leur mettre de la pression. Il a été jusqu'à mettre tellement de pression que le sang est sorti de Gigot. Mais non, mais ça, c'est. Voilà. C'est pas. Pour moi, il n'y a pas de carton rouge à avoir là-dessus. Hein. Franchement, le Gigot, il baisse autant la tête que Bamba lève le pied. Enfin, bref. Et donc, du coup, sur le match, la tactique est très bonne. Et je suis d'accord pour dire que Diakité fait un match d'enfer. Enfin, vraiment, un très, très gros match. Vraiment un gros match. Quand vous parlez d'Euro, je suis d'accord que Euro il fait un très bon match sur ses duels. Par contre, sa glissade sur le but est un peu fautive. En fait, le but pour moi, c'est Baleba qui merde, Euro qui glisse et Chevalier qui sort pas assez vite. Donc c'est quel âge tout ça? C'est 20 ans, 17, 21 quoi. C'est vraiment très très jeune. Donc c'est un peu le risque sur ce genre de match. Même un mec comme Klose, il peut me marquer un pointu. Quoi. Donc voilà, c'est ça qui peut être dangereux. Donc, bon, ça, c'était le danger du match. Et je trouve justement que la tactique de Fonseca a fait qu'on a vu beaucoup moins ce danger. Après, en top, forcément Bamba, parce que on l'a vu, même à Reims, hein, quand j'étais allé à Reims, Bamba, il fait pas un mauvais match. Après, il donne des balles de but qui sont pas marquées. Il fait des mauvais choix comme d'hab. Mais on peut pas dire qu'il soit caché tout le match. Quoi. Après, Jonas Martin, c'est remarquable de voir un gars qui a jamais joué de l'année. Et moi, pour tout vous dire, Jonas Martin, je connaissais pas. Hein. Je savais qu'il avait joué à Strasbourg, je crois, mais j'avais jamais regardé un match de Jonas Martin avant. Je veux dire, je savais pas ce qu'il valait. Et vu qu'il jouait à Lille entre 2 minutes et 30 secondes, c'est quand même super compliqué. En fin de match, en plus. Et un peu n'importe où. Donc, belle découverte, je trouve belle découverte de ce joueur-là. Weah, je trouve que franchement, le mec, l'énergie qu'il a aussi, hein, parce qu'il a quand même apporté devant. En première mi-temps, le peu d'action qu'il y avait, c'était Weah qui les amenait. Ismaili avait un peu plus de mal. Et donc, je trouve que voilà, c'était vraiment chouette de ce côté-là. Du côté de Marseille, j'ai un gros top pour leur sportivité, pour leur sens de la mesure et pour le respect de ce sport. Et vraiment, je l'ai remarqué, c'est vraiment des beaux perdants et franchement, c'est pas toujours le cas. Et il faut remarquer quand les gens sont beaux perdants, il faut remarquer cette belle sportivité. Bravo les Marseillais. Une leçon de football à toute la France. T'es sérieux ou c'était... C'est ironique, non? Je demandais. J'arrive pas à savoir. Ça jetait un froid en tout cas. Non, parce qu'en vrai, Tudor a été plutôt fair-play à la fin en disant Tudor, que tactiquement, il avait perdu... la presse sportive, les joueurs. Ah non, il y a un truc qui était beau aussi, c'est le remplacement de Guendouzi. Ça, c'était rigolo. Ça, c'était quand même rigolo. Ça, Tudor, quand même, dans le respect du joueur, c'est beau. Allez, viens. Non, casse-toi. Ouais, c'était magnifique. Mais bon, voilà. Ah non, mais ça, on est d'accord. Cet article, il est minable. Il fait une bénisson. On
On salue Mélissandre et on sait que quand on pense à son seum, on a une certaine réaction que je ne citerai pas en direct. Ça renvoie à beaucoup de choses, quoi. Et elle a prouvé que la femme pouvait devenir l'égale de l'homme parce qu'elle est aussi nulle que les journalistes masculins de l'équipe, quoi. Clairement. C'est ça aussi l'égalité des sexes. Voilà. C'est que là, des fois, la femme, pour être l'égale de l'homme, il faut qu'elle tombe bien bas. Mais non, mais c'est même pas parler de ce penalty chanceux, juste mettre ça, alors que c'est Baleba qui va le chercher, quoi. Ils sont à 3, il y a une vraie volonté, c'est même pas se rendre compte de ça, ça donne une idée de la pauvreté de son analyse, quoi, simplement. Non, puis l'histoire du hors-jeu, au match aller, Gigot, il marque. Ismaili, je crois que c'est Ismaili qui a sa jambe qui traîne. Je crois qu'il y a le bout de la semelle de Ismaili qui couvre le hors-jeu. Bah, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, il y a des règles, machin. Là, il y a quand même une demi-chaussure. Ouais, 2 cm, un lacet. Non, il y a une demi-chaussure. Il y a quand même à peu près 2 cm, quoi. Ouais, et puis le truc complètement dingue, c'est que tout l'angle de l'article, c'est un article où ça joue au Vélodrome. Tu lis l'article, le match a lieu à Marseille, mais c'est un délire total, quoi. Déjà, on peut se poser la question, pourquoi c'est pas Joël Dominguetti qui écrit cet article? C'est le seul match de l'année où c'est l'envoyé spécial de Marseille qui écrit l'article à Lille. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oui, sans rentrer en plus, sans développer un peu plus, mais elle parle quand même d'une première mi-temps maîtrisée, dominée par les Marseillais, alors qu'il y a juste l'éclair de Klose, sinon je pense qu'ils sont aussi nuls que nous sur la première mi-temps. Il n'y a pas une équipe qui rattrape l'autre, elles sont toutes les deux très mauvaises. Il se trouve qu'eux ont la seule inspiration de la première mi-temps. Ça fait quand même pas me parler d'une maîtrise marseillaise en première mi-temps, c'est quand même… c'est un côté rigolo, quoi. Sinon, j'avais une dernière pour Gigot, quand même, je voulais laisser réfléchir là-dessus, mais il paraît qu'il a épousé la fille d'un célèbre glacier lillois. Va au bout parce qu'on a besoin de la… j'ai pas le glacier. J'ai pas le glacier non plus. Il n'y a qu'un seul grand glacier lillois, c'est Monsieur et Madame Gigot, non? Non? Non, les glaces d'agneau, ça vous… Oh, mais oui. Mais pourtant, mais elle était… Mais oui, Dagno, bien sûr. Ça va être dur de passer après ça. Ça va être dur de passer après ça. Donc en fait, moi j'étais sur Vente de Castel. Alors Vente de Castel, c'était pas très drôle. Hein. C'était pas très drôle. En tout cas, on n'a pas parlé des joueurs de Marseille, mais effectivement, bon, faut noter finalement le match de Klose. Donc il faut résumer le match. On dira que c'est l'équipe de Klose qu'on bat. Donc je vous l'offre, c'est pour terminer le top et flop. Alors, il y a encore quelques commentaires. Top Georges pour Thierry, top le public pour Michel, le public pour Capenoul, un engouement rarement vu. Anthony, top Bamba, David, flop Chevalier. Et Gildas, Mélissandre, c'est du Joël Dominguetti Empire. Donc voilà, donc c'était son flop, hein, Gildas. Voilà, on a terminé les top et flop. Je vous propose de revenir sur ce qu'on a déjà évoqué en partie. Donc, on va essayer de le faire rapidement sur finalement ce qui est le fait marquant de ce match, qui est le coaching finalement de Paulo Fonseca, c'est-à-dire un coaching innovant au début du match, voire même surprenant, parce que c'est vrai que quand on a vu la composition de l'équipe avant le match, on a vu un milieu de terrain composé de André Gomes, André, Jonas Martin, comment dire, Baleba, on s'est dit, il a vraiment construit le mur de l'Atlantique en plein milieu de son équipe. Et effectivement, ça revenait un peu à ce qu'on avait dit la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, pardon. C'est-à-dire que pour justement limiter l'impact de l'absence d'expérience des défenseurs centraux. On allait jouer sur leur vitesse, mais on risquait beaucoup avec leur manque d'expérience. On musclait le milieu de terrain pour leur donner un peu, faire une première lame finalement pour couper les efforts marseillais. Donc une première mi-temps où ça n'a pas très bien fonctionné, parce que les Marseillais ont eu beaucoup d'espace sur les ailes, notamment. Ils ont réussi à lancer quelques missiles qui ont été très dangereux à chaque fois. Et par contre, une deuxième mi-temps où, avec les mêmes joueurs, il faut le signaler, finalement, on a l'impression que les Lillois ont su museler l'organisation marseillaise et pour pouvoir s'approprier finalement la conduite du jeu. Alors, comment vous analysez ça? On regarde le même sens. Christophe C, tu veux dire quoi sur ce coaching? J'étais surpris parce que c'est la première fois, et il ne reste que 2 matchs. C'est la première fois qu'il nous fait un coup comme ça, alors qu'on le réclame depuis quelque temps, ou encore il y a 15 jours.
je crois que j'avais chargé j'étais un petit peu remonté contre lui en évoquant notamment le fait d'avoir un système unique et que quand ça ne marche pas, on ne sait rien faire d'autre. Et là, justement, il nous a surpris. Alors, quand j'ai reçu la composition, je vous avoue que j'étais vraiment sur le cul, hein, on peut le dire. Et je ne m'attendais même pas du tout à cette organisation-là quand j'ai vu tout ça. Alors, Christophe l'a dit d'ailleurs dans nos échanges, hein, le lendemain du match. On a un système en 4-4-2, mais qui est un petit peu bâtard, donc très complexe, avec un gros pressing, notamment sur le milieu et sur l'ensemble de l'équipe marseillaise. Alors effectivement, le manque de justesse, je crois vraiment qu'il vient du fait que les joueurs n'ont quasiment jamais joué avec ce système et n'ont quasiment jamais joué ensemble. Donc il ne fallait pas s'attendre forcément à ce que ça roule bien et que Tourne fonctionne bien dans les 45 premières minutes. Et après, on a vu tout de suite la différence quand les joueurs offensifs sont rentrés, avec un effectif quand même marseillais qui est très, très éprouvé. Et ça augmente encore plus les regrets de voir notre équipe qui marche comme ça sur Marseille en deuxième mi-temps. Enfin, marche, j'exagère un peu, mais qui domine bien Marseille quand même, je trouve. Tactiquement et physiquement, on était mieux qu'eux sur cette deuxième mi-temps. Et c'est vraiment des regrets parce que quand on regarde leur effectif, ils vont finir troisième certainement. Et quand on prend notre effectif, je pense que vraiment, on avait moyen de rivaliser avec des équipes comme celle-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu faire quand même un bien beau championnat. Julien, je te vois opiner du chef. Tu partages cette analyse. Alors, aussi, élément nouveau, Christophe, si tu veux revenir là-dessus, il y a eu 5 changements. Alors, 5 changements, dont 3 liés à des blessures, donc il faut relativiser. Mais des changements, blessures ou crampes. Et il y a eu le premier changement en première mi-temps, c'est Ismaïli qui sort. Donc là, malheureusement, on n'y peut rien. Ensuite, deux changements à la 66e minute. Hein. On a André Gomez qui sort sur blessure. On a Baleba qui sort avec Cabella qui rentre à la place et Angel Gomez. On l'évoquait tout à l'heure, le coaching gagnant de l'animation offensive. Et ensuite, les fameux changements à la 80e minute. Un Martin qui sort pour crampe, donc pour blessure, et remplacé par, je ne sais plus, par qui, Ounas, et David qui sort et remplacé poste pour poste par Mohamed Bayo, le plaqueur fou. Ouais, j'étais d'accord avec Christophe. J'étais moins d'accord avec toi quand tu parlais des passages sur les ailes en première mi-temps. Moi, c'est pas ce que je vois. Moi, hormis le but de Klose, je les vois pas passer parce que justement, et c'est Michel qui fait cette analyse et je suis d'accord avec lui. Il dit que Fonseca en première mi-temps, il muscle le jeu au milieu pour empêcher Rongier et Verretou justement de jouer sur les côtés. Et ça a marché. C'est ça qui a marché. Et la seule fois où il y a une glissade, machin, une mésentente, Klose s'en profite et il marque son but, tu vois. Mais c'est quasiment la seule fois. Il y a eu des actions de l'Uruguayen qui allaient chercher le ballon sur l'autre côté en fait, du terrain. Il y a à 2-3 reprises, en fait, ça partait et on était mis en difficulté parce qu'en fait, il passait derrière les défenseurs. Je n'ai pas ce souvenir, mais il faudrait revoir le match. Mais moi, je n'ai pas ce souvenir. Plus de souvenir de quelques situations que d'occasions réelles. Oui, je ne parle pas d'occasion réelle, je parle de mise en difficulté. C'est-à-dire que le seul endroit où ça passait, c'était sur les ailes. Et à chaque fois qu'il y avait une ouverture, finalement, on était dépassé. Il fallait aller cravacher pour aller chercher le ballon. Ah, mais on va vite. C'est la différence. C'est vrai. Après, on est en train d'écrire une histoire qui s'est jouée à un hors-jeu de ça, à une frappe de Klose, qui doit être cadrée, mais en même temps, la frappe de Bambal doit être cadrée aussi. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'était un beau match. Dans cette bagarre tactique, c'est clairement Fonseca qui sort gagnant. Parce que ce jeu en 4-4-2, ce pressing insensé en première mi-temps, mais stérile qui donne rien, il fatigue en effet les mecs en face. Parce que ces joueurs techniques qui sont rentrés, tu as bien vu ce qu'on disait tout à l'heure, Ounas, Cabella, ils ont eu de l'espace, ils ont pu jouer. Regardez dans quelle situation se retrouve Cabella au moment où il fait le centre. Il n'y a personne autour de lui à 5 mètres, je pense. Donc, c'est vraiment les mecs, ils sont à ce moment-là, ils sont cramés. Nous, on a des gars qui sont beaucoup plus faciles. Et puis, bon, là, si Bamba ratait celle-là, je pense qu'il y a Pierre-Ambroise qui nous a rejoint, qui serait rentré sur la pelouse et qui serait allé l'assassiner. Donc, de toute façon, il fallait la mettre, c'était important. Mais ouais, je pense que c'est une vraie victoire de Fonseca. Juste une réflexion, quelqu'un l'a abordé tout à l'heure, je crois que c'est Vieux qui disait ouais, mais en même temps, il manquait du monde. Bah ouais, j'ai envie de dire nécessité fait loi, quoi. Est-ce que vraiment il avait le choix de faire autre chose sur ce match que de justement faire des changements? Je pense que là,
si sur ce match-là, il n'y avait pas de changement, c'était vraiment à désespérer. Et d'ailleurs, on aurait pu se dire que Fonseca n'était peut-être pas un grand entraîneur. Là, il a su adapter aux blessures et aux absences. Il a su adapter sa composition et ça a été gagnant. Mais encore une fois, il faut relativiser parce que c'est un match qui se joue vraiment à pas grand-chose, quoi. Ça s'est joué à des détails. Il peut y avoir péno sur Gigot en première parce que moi, je suis d'accord, sur l'analyse, la jambe ne va pas si haut, etc. Mais on sait très bien que d'autres arbitres l'auraient sifflé parce que là, c'est clairement de l'interprétation. Il s'est joué à pas grand-chose ce match. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été tellement plaisant et que moi, ça m'a mis dans un état d'euphorie pareil. C'est que voilà, ça a été tendu sur le fil du rasoir et c'est toujours plus beau et encore mieux quand ça se gagne comme ça, quoi. Alors, nous avions fait un appel aux célébrités pour nous rejoindre. On attendait Boris, on attendait Danny Boone, on attendait Florent Laden. Et vous le voyez arriver, il est là, le meilleur entraîneur d'Europe, entre guillemets. Vous le connaissez sous le nom de Monsieur Big Data. C'est Baptiste qui nous rejoint. Bonsoir Baptiste, comment vas-tu? Bonsoir François, bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Tout va bien, tout va bien. Alors, la star de BFM Grand Lille qui arrive juste au moment où on parle de la tactique de Fonseca. Je crois que tu as beaucoup de choses à dire sur les choix tactiques du coach lillois. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis, Baptiste? Les choix tactiques étaient très, très, très forts de la part de Paulo Fonseca. Je n'ai pas eu le temps d'écouter encore ce que vous avez dit, mais je pense que ça a été dit. C'est cette facilité déjà en première mi-temps à ne pas se mettre en danger. C'est vrai, et c'est vrai que, mais comme l'a dit Julien, les matchs sont joués à des détails près. Mais la force de Lille sur cette première mi-temps était vraiment de boucher les trous. Voilà, Lille a complètement refusé le jeu, n'a rien voulu faire. Au contraire du match face à Paris, par exemple, où Paulo Fonseca était resté vraiment dans ses œuvres, qui était le jeu. Là, il a complètement changé son dispositif, sa tactique. Et ça n'a pas très, très bien marché en première mi-temps. Mais la première mi-temps était dégueulasse des deux côtés. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est cette erreur de défense qui amène le but de Jonathan Klaus. Puis sinon, les deux équipes n'avaient pas encore été inquiétées. C'est vrai que ça s'est joué en deuxième période. Déjà, un penalty. Alors qu'il y a 10 fois penalty, hein, mais c'est vrai que c'est un phénomène de jeu parce que jusque-là, plutôt rien ne s'était passé. Hein, on peut le dire. C'est vrai que c'est ce penalty qui relance, j'ai envie de dire, ce match avec une grosse faute. Il faut le dire de Paul Lopez sur Baleba. Hein. Dans tous les cas, je pense que le débat, on ne peut pas débattre à part Mélisson Gomez qui dit que je ne comprends pas comment on ne peut pas siffler penalty. Non, elle parle d'un penalty heureux, mais elle ne conteste pas la validité du penalty. Mais même, moi je l'ai compris comme ça. Je ne rejoins pas parce qu'il y a un tel engagement, et ils sont 3 Lillois débordés les Marseillais, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus Baleba qui arrive tout seul. Si ce n'est pas lui, on a encore 2 autres derrière qui sont dans la ruade. Donc tu sens clairement qu'à ce moment-là, comme disait un commentateur plus prompt à commenter le sport que Christophe Vieux à Dortmund, les mouches commençaient à changer d'âme, quoi. C'est ça, mais c'est vrai qu'en plus, de toute façon, dans tous les cas, Paul Lopez, dès lors où il fait la faute, quand l'arbitre siffle, il va même pas contester. Il sait très bien qu'il a fait faute. Et c'est vrai que c'est ce milieu à 4, en fait, avec Baleba qui était, on va dire, limite en buteur, avec Jonathan David et Bamba qui étaient sur les côtés. Et c'est vrai que ça a plutôt bien marché parce que Baleba empêchait à chaque fois la relance. Et c'est vrai que les Marseillais étaient à chaque fois obligés de jouer derrière et d'abuser des longs ballons. C'est vrai que Paul Lopez, on a abusé. Bamba, on a abusé parce qu'à chaque fois, ça trouvait très, très peu de joueurs marseillais. Et c'est vrai que on explique que cette deuxième mi-temps, voilà, Paulo Fonseca l'a gagné sur le système tactique, étant donné qu'à chaque fois, les Marseillais n'arrivaient jamais à trouver leur milieu, parce que Jonas Martin, parce qu'André Gomes, parce que Benjamin André, parce que Jonas et Carlos Baleba fermaient vraiment le milieu de terrain et ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est vrai que pour finir, la force surtout de Lille sur ce match, c'est que les 11 joueurs ont été très, très, très forts. Mais c'est surtout que quand vous êtes à la 70e minute de jeu, quand vous faites rentrer Adam Ounas, Angel Gomes, Rémi Cabella, Mohamed Bayo, excusez-moi, mais les mecs, ils sont dégoûtés. Et en plus, ça se voit parce que sur le but, c'est Angel Gomes qui envoie à Cabella et Cabella qui envoie un caviar à Bamba. Bamba qui n'a plus qu'à mettre sa tête, on a failli pas la mettre. Parce que je rappelle, la frappe de Bamba, c'est une tête, mais la tête, elle est sur le gardien. Hein. Heureusement que Paul Lopez se trouve parce que sinon, il n'y a pas but. Et là, je veux dire, Julien, mais il y a plus que Pierre Ambroise qui descend sous le terrain et qui l'incendie. Hein. Là, tu peux le dire. Mais du coup, oui, le match est joué à des détails. On doutait énormément de Paulo Fonseca ces derniers matchs. Là, je peux vous dire que la bataille tactique, il l'a complètement gagnée. Coach Cogé, est-ce que ce type de match très tactique vous inspire dans votre propre coaching, Coach Cogé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelles leçons tactiques vous en retenez pour vos propres joueurs, Coach Cogé?
Le problème, c'est que déjà, pas grand-chose, parce que quand vous avez un coach pareil que moi, c'est compliqué de mettre du système tactique, hein, on peut le dire, hein. Non, mais là, franchement, et en plus, c'est vrai que, alors je sais pas vous, mais quand j'ai vu la composition de départ, j'étais même pas choqué, parce que je me disais que Carlos Baleba et Jonas Martin jouaient au milieu avec André Gomes. Je Ah pensais oui, que Benjamin André était en défense centrale, que Diakité était à droite et que Wea jouait à droite. J'ai dit, bon, un 4-3-3 comme d'habitude, c'est pas exactement. dérangeant. Et c'est vrai, quand vous voyez la compo, mais sur le terrain, mais je pense que même sur le terrain, hein, je la comprends toujours pas. J'ai dû revoir le match pour vraiment comprendre cette analyse tactique qu'a fait Fonseca, hein. Mais sinon, c'est incompréhensible. Et on parlait souvent que Igor Tudor faisait des schémas tactiques incompréhensibles. Fonseca l'a battu en termes d'incompréhensibilité, là, complètement. Incomréhensibilité, je pense qu'on est sur Ça, le c'est plus fort. long mot de la saison. Incompréhensible. Tout Et à fait. voilà. Bravo, ça fait au moins 13 points. Au Scrabble. Et 37 au Scrabble si tu le mets sur des mots triples, hein. Donc, il y a, C'est ça, il y a un C et un H déjà, ça fait 11 points. il n'y a pas de souci. Alors, Capenoul résume bien la situation sur le sentiment qu'on avait de Fonseca à l'occasion de ce match. Avant le match, Fonseca était fou. À la mi-temps, il était nul. À la fin du match, c'est un dieu. Les vestes se retournent vite. Ce que j'ai compris du coaching en première, il a mis tellement de muscles au milieu pour ne pas reculer et pour couper la relation rangée vers tout avec les côtés. Donc ça, c'est Michel, qu'on avait cité tout à l'heure. Ouais. Olivier, gros match de Jonas Martin. Trifred, pour moi, le classement final aurait dû être PSG 1, Lens 2, 3, Lille. Anthony Fonseca a remonté les bretelles à ses joueurs à la mi-temps. Gildas, oui. Christophe C, mais trop d'expected points non engrangés, on le paye maintenant. Vous avez envie qu'on reparle des expected points ou... Non. pas du Alors, tout, juste un truc, juste un truc. Ça juste arrive un pour truc. toi, Christophe. On arrivait à toi pour les expected points, ça me paraissait très bien. Peut-être Juste- Georges. Juste un truc sur remonter les bretelles à la mi-temps. Moi, c'est pas ce que j'ai lu dans la presse. Ce qu'ont dit les joueurs plutôt, c'est que Fonseca leur a fait part de sa satisfaction du respect des consignes, du respect des consignes et du fait que les mecs étaient fatigués. Et il leur a dit, et c'est l'avantage d'être dans ce truc où souvent ils ont retourné la situation. Il leur a dit, les mecs, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est votre moment. Donc, vous jouez plus haut. On reprend un peu plus la possession et on va aller les taper. Apparemment, ça a plus été ça qu'une engueulade à la mi-temps. Surtout que les bretelles à Lille, à part Alessandro qui a le short très haut, je pense qu'il n'en porte pas, hein, sur le terrain. Alexandro, c'est sûr que oui. Alessandro, il a les bretelles, mais les autres, c'est pas sûr. Capenoul, je suis le premier à reprocher à Fonseca toujours de faire jouer les mêmes joueurs. Là, il a changé, tant mieux, mais la compo de départ était bien originale. Ils ont lancé beaucoup de ballons devant pour Trifred. Olivier, le fait du match et la sortie de l'arrière marseillais, son remplaçant nous a offert le penalty et des boulevards. Lille perd des points sur des matchs à leurs mains ou plus au pied, pour Virgile. En deuxième mi-temps, les Lillois ont eu pas mal d'occasions, ils auraient pu mettre un ou deux de plus. Pierre Ambroise, ça se joue sur la tête de Bamba, qu'il réussit à placer quand même sur le gardien. Le quand même est important dans la bouche de Pierre Ambroise. Absolument. Quand même, les connaît. Et liste longue comme le bras des matchs qu'on méritait largement de gagner, mais où on fait nul ou défaite pour Gildas. Donc on revient sur cette notion d'expected points. Tu es sûr, Christophe, que tu ne veux pas en parler, hein? Je te passe la parole tout de suite après. Je ne vais pas parler de ça, moi. J'ai d'autres choses à parler. Bon, Fonseca, même quand il doit composer, ne cède rien à la victoire, quelle que soit la compo. C'est quoi cette veste Baptiste pour Life? Et c'est quoi ce cadre? Pour un mec qui passe toutes les semaines à la télé, tu as vraiment un cadre dégueulasse, hein. Ouais. Les mains en premier plan, la tête à des kilomètres. Je suis On dirait un influenceur de chez Wish. Ouais, il faut tout leur apprendre. La veste, tu fais ce que tu peux avec ta veste, mais bon. Non, merde. Ouais, la veste, on t'en veut pas, hein. C'est ton vestiaire, c'est tes goûts. C'est ton club, c'est tout. C'est bien, c'est beau. Bravo. Alors, Capenoul, le LOSC est à sa place, c'est tout. Beaucoup de points perdus bêtement, mais aussi quelques matchs gagnés à l'arrache. Olivier, c'est vraiment la pire mi-temps au niveau du déchet technique. Balance déséquilibrée quand même pour Gildas sur les nombres de points perdus et gagnés. Ensuite, avez-vous des infos pour Hervé sur le futur de Fonseca? Les difficultés avec les temps laissent présager un départ. Aucune info pour le moment, à part les rumeurs. Et on y reviendra dans un bistrot spécial Mercato en fin de saison. Tu as vraiment la veste et le bob de la salle, Baptiste. Il est parfait.
immense respect. Je mettrai le mien la fois prochaine, hein, si c'est la thématique. Ne me cherchez pas. Christophe, on te sent pressé d'évoquer ce match et cette tactique. Qu'as-tu à dire là-dessus? J'en parlais dès le départ. Je pense que c'est vraiment le fait du match, c'est la tactique. Parce que le 4-5-1, pour moi, parce que 4-4-2, pour moi, c'est un 4-5-1. Enfin, franchement, vous avez une équipe en face qui joue avec 3 centraux, 2 pistons et qui fait un pressing haut et qui attend qu'une chose, c'est de récupérer le ballon super haut ou alors de jouer entre les lignes. Là, tout ça, ils ne pouvaient pas le faire. Ils avaient déjà du mal à jouer le ballon, haut et sous pressing. Nous, on était présents et on serrait les lignes. Alors, c'est sûr que des fois, il y avait quelques petites frayeurs, mais vu qu'on va super vite derrière, on s'en est bien sorti et je pense que c'était plutôt bien géré. Je pense que les buts de la première mi-temps, c'était de faire 0-0. C'était pas de faire c'était pas de faire autre chose que 0-0. Pour moi, c'est ça le but de la première mi-temps. Et donc, je pense que c'était réussi s'il n'y avait pas eu cette petite connerie qui fait que ça fait 1-0. Bon, voilà, c'est un fait de match. Et puis, il y a aussi la blessure d'Ismaili quand même, un fait de match, quand même, parce que même si Gudmundsson a fait un bon match, je pense que il faut réorganiser la première mi-temps, c'est jamais évident. Donc, au point de vue tactique, je dirais que c'est plutôt bien joué. Et contrairement à ce que j'ai entendu, là, disant au début de match, que ça se passait, tout ça, moi, franchement, j'étais plutôt content qu'on joue comme ça en début de match. J'étais plutôt satisfait qu'on parte pas à l'abordage contre eux parce que pour moi, on aurait perdu. J'ai pas répondu à la question de tout à l'heure. Si on jouait avec Alexandro et Font, pour moi, c'est évident qu'on perdait. J'ai eu des amis lensois qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah merde, vous n'avez pas votre défense centrale habituelle, est-ce que vous pouvez gagner quand même ?» Parce que plus ça, c'est qu'on gagne. Mais j'ai dit « Mais si on avait la défense habituelle, on perdait. Donc là, vous avez une chance. Profitez-en. » C'est marrant, je suis pas surpris par ta réponse. C'est marrant. En plus, quand on a vu le match à Reims, quand on voit des mecs, Ito, je sais pas quoi, qui arrivent à nous mettre la misère sur deux passes, alors là, tu n'imagines pas. Bref. Et donc là, sur la deuxième mi-temps, on a vu la projection tout de suite, on n'était plus du tout au 4-5-1. Baleba était vraiment deuxième attaquant, vachement haut, et puis ça jouait beaucoup plus haut. Et je trouve que Marseille a mis un bout de temps à réagir. Ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils se prennent le penalty, mais comme disait l'autre Christophe, quand ils se prennent le penalty, ils ont une pression de dingue et le gardien fait une connerie. Ça arrive quand on a la pression. Et puis voilà. Et puis après, derrière, les entrées d'Angel et Cabella qui sont. Enfin, le but, il est magnifique. Le double déplacement sur le terrain et pour trouver Cabella, c'était Julien qui en parlait, qui a eu tout le temps pour faire son centre. Franchement, c'est dommage qu'on n'ait pas Lorenzo parce que là, un Italien a dû apprécier ce match parce que c'était vraiment un match tactique. Et puis c'est à la fin du match, je pense pas que Marseille a essayé de revenir. Alors je sais pas comment ils s'appellent leur milieu de terrain qui faisait des grandes traversées de terrain là. J'avais jamais, j'avoue, je me connaissais pas trop. Kolasinac. Comment tu dis? Kolasinac. Non, il n'y a pas un autre, un nom en Hitch. Celui qui a traversé plusieurs fois le terrain, qui était pas mauvais en dribble, mais c'était à peu près l'Ukrainien, Malinowski. Ouais, c'est ça, Malinowski, par exemple, Malinowski. Ouais. C'était le seul qui mettait un peu de ski. Ouais, c'est pas loin. C'était le seul qui mettait un peu le bordel dans le milieu de terrain, qui arrivait à passer. Après, le reste, je trouve qu'on maîtrisait plutôt bien. Et encore une fois, bravo à toute l'équipe et bravo à Fonseca. Et puis, quand tout à l'heure, on parlait d'Ounas, sa rentrée. En effet, il y a moins de dribblés que d'habitude. Alors, le retour défensif et le pressing, il n'a pas donné sa part au chien. Il s'est jeté. C'est vraiment. Il y a rien à dire. Bayo, il y a le plaquage, bien sûr. Mais il y a aussi son débordement derrière qui peut donner but si Bamba il se trompe pas entre les pieds, quoi. Mais donc, voilà. Donc, je pense que c'était vraiment un match intéressant. Et puis, gagner. Donc, je pense que Tudor a dû aussi comprendre qu'il avait perdu ce combat-là. Et c'est bien qu'on l'ait gagné de notre part. C'est intéressant. Georges, tu veux conclure pour Oui, peut-être une petite réflexion. Je reprends le match aller contre Marseille. Et alors, exception faite
de la branlée contre les Parisiens où il n'y a pas eu réellement de match. J'ai souvenir que ce match Marseille, je crois que c'est quasiment le seul cette saison où on perd en étant vraiment dominé. Je crois que c'est le seul match où la défaite, je vous dis, hein, je ne parle pas du 7-1 qui est un peu particulier, mais je n'ai pas souvenir d'autres matchs, en celui-là, où vraiment, en jouant notre football traditionnel, hein, on fait exception de Reims et Angers, mais de matchs en première moitié de saison, en tout cas, où, parce que les autres matchs contre Nice, toutes les défaites, c'était vraiment contre le cours du jeu. Or là, c'était… donc, il y a peut-être, je ne sais pas, le souvenir aussi de ce match aller. Et le questionnement, sur le point dominé au match aller. Hein. On a notre phase aussi. Hein. Non, on rentre bien dans le match et 10-20 premières minutes, après on n'existe plus, ils nous ont bouffé. Oh, tu revois le match, la victoire, c'est la seule fois vraiment où on est battu de manière très logique sans qu'il y ait rien à dire. Ils avaient été, et physiquement et techniquement, on avait… qui n'est peut-être pas inspiré ce soir-là, en tout cas, vraiment. Je me souviens simplement de l'arrêt à l'horizontal de Chevalier. Son premier match en tant que titulaire. D'échéance, en effet. Non, on a 10 bonnes minutes, mais après, Marseille nous bouffe. C'est la seule fois où j'ai eu vraiment la sensation que la défaite ne laissait pour le coup aucun regret. Bah, c'est surtout le seul match, je profite de Georges, c'est surtout le seul match où Paulo Fonseca avait changé sa tactique de jeu avec 3 défenseurs. Hein. C'était le seul match où il y avait avec 3 défenseurs. Ça n'avait pas marché et il a réitéré ça cette fois-ci avec 4 milieux de terrain. Et ça a plutôt bien marché. Non, mais moi j'en viens à cette idée qu'éventuellement, clairement le match SGG, il y a un changement de rythme qui, côté lillois, que les Marseillais n'ont pas pu anticiper et sur lequel ils sont venus beaucoup trop tard dans le match. Je pense qu'il n'y était plus. Quoi. Ça me fait penser à ces étapes de montagne dans le tour où tu as le mec qui est sur un forint et puis pouf, dans le dernier col, il détache et l'autre ne suit pas parce qu'il est resté à son rythme. Il est dans l'incapacité totale d'avoir ce changement de braquet. Quoi. Bon, il est déjà 21h56. On a été extrêmement bavards à la fois dans notre introduction, à la fois sur ce match de Marseille qui vous a tous enthousiasmés. Je vous propose de passer à la deuxième partie d'émission. Rechute interdite face à Nantes. On va d'abord récolter votre sentiment sur ce match et ensuite on reviendra sur le calendrier de fin de saison, à la fois du LOSC et à la fois des adversaires dans la course à l'Europe. Donc, je vous propose de commencer par le match de Nantes. Qu'est-ce que vous en attendez? Quelques stats avant de commencer. Nantes, 17e, premier relégable, 33 points, 1 point de retard sur Auxerre et un meilleur goal average et 6 points de retard sur Strasbourg. Donc, a priori, la lutte pour le maintien se jouera entre Auxerre et Nantes. 6 victoires, 15 nuls, 15 défaites. Finalement, assez peu de défaites, mais beaucoup de matchs nuls pour les Nantais. On a donc le calendrier de Nantes, c'est Lille à l'extérieur et Angers à domicile. Et alors qu'Auxerre ira à Toulouse et recevra Lens pour la dernière journée. Comment vous voyez ce match entre un candidat à l'Europe et un candidat au maintien? Qui veut commencer? Alors, Christophe a disparu, donc on va commencer dans le même ordre par Julien. Comment tu vois ce match? Est-ce que le LOSC ne risque pas de retomber dans ses travers? Écoute, sincèrement, évidemment, je ne le souhaite pas. On joue à la maison, donc je n'imagine pas la défaite. Je pense qu'il va y avoir un engouement populaire fort. Et là, il reste 2 matchs. Il reste 180 minutes. 180 minutes pour aller chercher quoi? La 4e place. S'il y a 3 semaines, on nous avait dit qu'on pourrait encore jouer la 4e place là, à ce moment, mais on ne l'aurait pas cru. Alors que comme il y a ce Rennes-Monaco la même journée, si Rennes gagne, et si on gagne contre Nantes, on a les cartes en main pour aller chercher cette 4e place. C'est-à-dire qu'on bat 3-3, ce qui est quand même complètement envisageable vu le niveau de 3 dernièrement. On finit 4e, on joue l'Europa League. Donc, j'espère, et surtout en voyant cet état d'esprit, en voyant non pas 11, mais 14 ou 15 joueurs qui n'ont rien lâché sur tout le match, d'ailleurs, encore une fois, parce que c'était tactique, c'était un choix tactique en première mi-temps, donc les voir rien lâcher, etc. Je n'envisage pas autre chose qu'une victoire sur ce match-là, et pour aller très nombreux à 3 soutenir les gars. On est déjà très nombreux. Nous, les Dogs de Paris, on a fait un bus
Et je pense que c'est le premier bus de l'histoire des Dogs de Paris, parce que d'habitude, on est plutôt sur des voitures indépendantes, etc. On a fait un bus. Le parkage est déjà plein. Et Troyes a ouvert les 2 tribunes qui sont à côté, la basse et la haute, et ce qui veut dire que derrière le but de Troyes, on aurait quasiment une demi-tribune lilloise. Donc, pour toutes ces raisons-là, il n'y a aucun autre résultat que la victoire qui est possible sur ce match, quoi. Il faut aller la chercher pour avoir les cartes en main et la victoire au bout du pied à 3 et aller chercher cette Europa League, quoi. Vous êtes souvent à dire on s'en fout, Conférence Libre, Europa League. Et moi, chaque fois, je vous dis, pas moi. Moi, c'est l'Europa League que j'ai envie de jouer. Alors, le Bistrot des Losques, c'est aussi et surtout des informations. Donc, rappel, l'Estac a ouvert la location de ces 2 tribunes réservées aux supporters du LOSC cet après-midi. Donc, si vous voulez aller supporter le LOSC dans la tribune, c'est la tribune Seine, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Seine. Il y a Trifred qui demande, voilà. Tu vas sur le site de l'Estac, de toute façon, je pense qu'ils ont fait une communication, ils l'ont précisé. C'est vraiment la tribune Seine qui est à côté du parkage et tu peux être tant en bas qu'en haut, les 2 sont ouvertes aux Lillois. Et les abonnés troyens qui sont là, on leur a proposé d'autres places, ça a été fait cet après-midi. Donc, ça y est, c'est officiel depuis cet après-midi. Voilà, et le tarif est à 25 €. 25 si € la place. C'était 35. En fait, il y a une prise en charge de 10 € du prix de la place par le LOSC, si je ne dis pas de bêtises. Excuse-moi François, c'est fait intelligemment parce qu'ils ont fait la même chose à Reims. Par contre, ils avaient laissé les Rémois au rez-de-chaussée, ce qui a posé quelques problèmes, notamment de projection de toutes sortes de bières et compagnie. Et il y a eu quelques moments un peu tendus pour les Rémois dans leur stade. Et vous savez, au bistrot des LOSC, on condamne formellement les gens qui jettent de la bière. Je crois que c'est un scandale. On gaspille pas la Vous nourriture. n'avez pas le droit de faire ça. C'est interdit. Il ne faut pas jeter la bière, il faut la boire. Donc voilà. Sauf si elle est sans alcool. Hein. La foufoune du peu, il n'y a pas de problème. Ouais, tu la jettes pas quand même, tu la bois. C'est pas une question, c'est une question de principe. Il faut pas rigoler avec les principes. Moi, je voulais pousser ce coup de gueule. Julien, est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, vous avez bien compris que pour moi, c'est aussi le match des supporters sur ces 2 derniers matchs. Et que si on est en rendez-vous à Nantes, à la maison, qu'on les pousse, vu ce qu'on fait à domicile depuis le mois d'août, il n'y a aucune raison qu'on ne les batte pas. Et on a les cartes en main. Si Rennes bat Monaco, mais je pense que c'est complètement envisageable vu la trajectoire de Rennes sur les derniers matchs et celle de Monaco qui est complètement descendante. Je pense qu'il y a vraiment un truc extraordinaire à faire. Parce qu'encore une fois, il y a 3 semaines, on l'aurait pas rêvé, quoi. Alors, il est en train de terminer son morceau de saucisson. J'ai failli lui faire passer son tour, mais je n'ai pas résisté à ce plaisir. Donc, il est en train de terminer son morceau de saucisson et il rêvait de vous faire part de son avis sur ce match de Nantes. Baptiste, comment tu vois ce prochain rendez-vous au stade Decathlon Arena? Bien, j'ai envie de le dire bien, ça va être un bon match aussi. Il travaille là, il est en train de tout déglutir, ça se déglutir, ça va. Je viens de l'avaler à l'instant. Il va s'étouffer devant nous, je crois qu'il va s'étouffer devant nous. À l'instant, c'est pas bien. Non, mais de toute façon, 3 ans, on peut peut-être arrêter le bisutage quand même, non. Non, moi je pense que ça va être un match. Alors, certes, il n'y a jamais de match facile, mais je vois pas comment Nantes actuellement peut venir nous embêter au même titre que Troyes. Enfin, honnêtement, Nantes, quand je vois leur dernier match face à Montpellier, mais c'est d'une faiblesse sans nom. Je ne vois pas comment cette équipe est capable vraiment de faire quelque chose à part mettre le bus et aller chercher un vieux but en contre. Voilà, je ne vois pas comment c'est possible. C'est dommage parce que c'était une équipe qui avait un beau projet en début d'année. Oui, c'est pour ça que Blas est resté d'ailleurs, c'est tellement le projet était beau. Un projet, voilà. Oui. Et d'ailleurs, il y a sur Internet, on a Fabien qui nous dit qu'à la fin du match, il va rester à Lille. Non, j'en veux pas. Non, ça veut pas. Alors, continue, on t'a interrompu. En chantant, ne me quitte pas. Voilà. Non, forcément, je ne vois pas comment Nantes pourrait nous inquiéter, surtout au vu du match que l'on a fait. Après, attention à la pression quand même, à pas trop se mettre trop de pression. Maintenant, je pense que le match sera, je vais pas dire facile, parce qu'il n'y a jamais de match facile, mais je pense que Lille sera maître de son match. Et comme l'a dit Julien, je suis entièrement d'accord, Rennes ira gagner à Monaco, donc on ira chercher cette 4e place. Georges, est-ce que tu rejoins cette analyse? Et je vais pas dire ses craintes, mais en fait, il y a assez peu de craintes chez Julien et chez Baptiste. Ouais, non.
Contre Angers, ça devait être une formalité, c'est pas retrouvé. Contre Reims, qui n'avaient plus rien à jouer, on n'y est pas. Alors, moi, j'ai envie de dire, vu leur tendance à déjouer les pronostics, j'aurais presque espéré un final contre Lens et le PSG, quoi. Mais non, plus sérieusement, évidemment, que cette équipe est largement importée. C'est vrai que ils ont été fantomatiques contre Montpellier. La différence aussi, c'est que là, ça se jouera à la maison. Et en ce moment, on y est extrêmement performant. Donc, on va garder bon espoir. Et de toute façon, par-delà, alors, c'est vrai que moi aussi, je préfère l'Europa League à la conférence, mais si on peut accrocher la conférence, c'est très bien. Et cette victoire contre Nantes, quoi qu'il arrive, serait une super opération parce que où on a le cas de figure de Rennes qui gagne à Monaco, où en effet, on se retrouve 4e. Et si l'inverse se produisait, qu'éventuellement Monaco battait Rennes, on reste à portée, mais surtout, on ne peut plus être rattrapé par les Rennais. Donc, on se garantit un avenir européen. Donc, cette victoire, quoi qu'il arrive, elle va être extrêmement profitable. Avec cette situation amusante et un peu paradoxale, c'est que finalement, par rapport à Rennes, on a notre destin en main. Ce qui n'est pas le cas de Monaco qui est devant nous, parce que là, pour le coup, les Rennais peuvent les faire vaciller. Et évidemment, moi, comme Julien, je préférerais les victoires cumulées de Lille et de Rennes pour pouvoir accrocher cette 4e place, parce que l'Europa League, c'est plutôt la C2 que la C3, quoi, évidemment. Donc, seul bémol, oui, c'est la façon, des fois, qu'ils vont se rater dans certains matchs et une grosse fatigue perçue lors du dernier, en espérant que le match de Marseille ne les a pas vidés complètement parce qu'ils étaient bien cuits en fin de match, vous avez vu. Et une question aussi à laquelle pourrait répondre, justement, à propos d'Ismaïli, est-ce qu'on en sait plus sur sa blessure et son temps d'indisponibilité? J'ai pas eu cette info dans la presse. Je sais qu'à la fin, il célébrait, il courait un peu, ça avait l'air d'aller. Il avait l'air effectivement de marcher, en tout cas, et de célébrer avec les joueurs. Voilà. Donc, on peut supposer que ce n'est pas extrêmement grave. Mais j'ai pas eu de retour pour l'instant. On n'a pas eu le compte-rendu médical des blessures constatées. Il y avait pour André Gomes, c'est pareil. On n'a pas. Bon, on sait que Jonas Martin, c'était des crampes, donc a priori, il n'y a pas de sujet. Mais pour les 2 premiers, en tout cas, je n'ai pas vu passer l'information. Parce que je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, contre Nantes, physiquement, il y aura besoin d'une rotation, clairement, parce que les joueurs ont donné énormément. Il y a souvent une pause de 48 heures avant les examens médicaux, de toute façon, le temps que ça se résorbe un peu. Samedi, dimanche, donc ouais. C'est ça, on devrait avoir l'info mercredi ou jeudi ou plus tard. Après, monsieur. Oui, ce que j'ai trouvé surprenant, après, je ne sais pas, mais c'est la sortie d'André Gomes en pleurs. Est-ce que c'est par rapport à sa blessure et qui sait, entre guillemets, c'est ses adieux et voilà, qu'il ne va plus rejouer avec nous, parce qu'on l'a quand même vu en pleurs, ou est-ce que c'était l'ovation qu'il a reçue, qu'il a ému, je ne sais pas, mais il y a, entre guillemets, 2 possibilités qui sont qu'on ne le reverra plus sur le maillot. Ou alors il y a vu que Everton était relégué. Il avait simplement mal, il pleure, tout, ça va, quoi. Oui. Et restons humains. Où il a croisé ton regard et ça l'a ému, Baptiste, parce qu'il sait que tu es un grand coach. Je l'ai montré, c'est vrai. Ton bob. C'est ça, il a vu ton bob et il a eu une envie d'avoir le même. Donc, j'aurais pu lui lancer, mais je préférais lancer des boulets de parce que c'est toujours les joueurs qui nous lancent les maillots. Mais pourquoi c'est pas les supporters qui lanceraient leur bob? Ton bob, tu vois, il va en tout cas, j'ai Sarah ici à la maison qui me dit: je t'interdis de lancer ton bob sur le terrain. Bob, c'est le nom de mon chien. Donc, Mais Baptiste, j'admire parce que c'est quand même la première fois que je vois un mec se faire un bob avec la culotte de Shirley et Dino, quoi. Il faut connaître Charlie et Dino, hein, c'est pas réservé à tout le monde. Je l'ai. Et d'ailleurs, c'est vrai parce qu'on voit encore les poils. Christophe, voilà, Christophe 2, est-ce que tu veux enchaîner après ces calembres d'aine? Sur les bobs, on enchaîne sur quoi? Sur les bobs? Sur ce que tu veux. On va enchaîner sur ton avis, ton sentiment sur ce match. Est-ce que Lille-Nantes, c'est un match facile, un match piège? Est-ce que tu es confiant dans la capacité des Lillois de garder la maîtrise de leur fin de saison, à savoir gagner contre le FC Nantes? Alors, moi, le point, c'est comment il va gérer son groupe en ces cas. Parce qu'il a fait un coup tactique, c'est bien joué, sauf qu'il a fait un coup tactique avec des joueurs qui ne jouent pas souvent. Qu'est-ce qu'il fait là? Demain, il les remet sur le banc et on continue.
vous connaissez mon affection pour la charnière centrale habituelle. Moi, je pense que ce match contre Nantes, on devrait le jouer avec Diakité et Fonte et en charnière centrale, quitte à laisser Wea à droite et Gabriel Gudmundsson à gauche. Par exemple, ça, le choix à faire, s'il y a Diakité qui repartira à droite, je pense qu'il va trop rien dire. Yoro, il repart sur le banc, bon, ok. Tu remets la charnière centrale qui n'a quand même pas été super ce dernier match. Bon, c'est un groupe à gérer, quoi. Pareil pour milieu de terrain. On a Martin, tout le monde dit que Martin a fait un super match. André Gomes est blessé. Qu'est-ce qu'on fait? On met Martin André, on met André Baleba. Enfin, voilà, il y a des choix à faire et par rapport à la vie de groupe c'est super important. Ounas, c'est pareil. Ounas, il fait une très bonne entrée. Est-ce qu'il ne veut pas jouer d'entrée? Est-ce qu'on fait jouer Capella Angel? Enfin voilà, il y a quand même des choix qui sont à faire et qui sont intéressants, mais que de toute façon, lui, il doit le gérer avec son groupe tous les jours et gérer ça. Mais pour moi, il y a des points intéressants. Et concrètement, je pense que c'est cette gestion du groupe qui fera que soit contre Nantes, on va rentrer et on va les péter tout de suite et on n'en parle plus. Soit ça commence à merder un peu et s'il y a des choix qui sont un peu discutés dans le groupe, on risque d'avoir des petits soucis dans ce match. Alors, Zitoun sur les réseaux sociaux, vu les sourires des joueurs à la fin du match, je pense qu'ils avaient compris qu'ils se donnaient le droit de rêver à la 4e place. Hervé, a priori, André Gomes forfait, probable retour de Zaga, ce que j'ai vu sur des sites du club. Fabien qui cite les grands auteurs français, c'est qui Bob? On salue Villemain. Je vois que certains connaissent leur classique. J'ai la ici, référence. C'est bon. Je vous invite à vous taper c'est qui Bob Villemain sur Google et vous aurez l'explication Les sales blagues. du fou rire de Georges. L'équipe, j'en profite, l'équipe qui vient de sortir un article à l'instant. Sorti sur blessure contre l'Olympique de Marseille, André Gomes pourrait manquer les 2 derniers matchs du LOSC. Également touché ce week-end, le latéral Ismaili inspire beaucoup moins d'inquiétude. Voilà, donc on prend l'info et on prend l'info. Et puis alors, ce ne sera peut-être pas d'ailleurs le dernier match d'André Gomes au LOSC. Il y avait des infos, des rumeurs, je ne sais pas, qui circulaient ce matin dans la presse. Je crois que c'est dans La Voix du Nord. Je crois que c'est La Voix du Nord qui sortait ça. L'idée d'un renouvellement de prêt? Absolument, comme quoi, s'il y avait qualification européenne, André Gomes se sentant bien à Lille, il ne serait pas opposé à l'idée d'un renouvellement de prêt d'une année, donc surtout si Everton a une fin de saison un peu chaotique. Il va nous faire une Rodi Lopez. Voilà, pourquoi pas. Rester une paire de saisons. Ouais. Mais Rodi Lopez était prêté par un nouveau club à chaque fois, tu vois. Ouais, mais on l'a eu 3 ans. En fait, il a fait 3 ans à Lille, 3 ans. En fait, il signe dans un nouveau club et il était prêté à Lille. Voilà, il est prêté à Lille. Donc Thierry, Angel est suspendu, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que le retour de Jonas Martin peut être intéressant comme une option supplémentaire avec l'absence d'Angel. Pour la dernière de Fonte au Grand Stade, pour Zitoun, Olivier, il faut éviter Alexandro, donc Olivier qui fait partie du fan club d'Alexandro avec notre ami Christophe. Michel, les choix se font en fonction de l'adversaire. Il est sympa, c'est pas ça. Moi, je laisserai la charnière contre Marseille pour Trifred et Zitoun. Il faut mettre le feu dans ce match directement. Christophe C, je vais te laisser conclure cette partie. Comment tu sens ce match? J'ai essayé de retrouver la dernière victoire. Là, j'étais sur le site de l'équipe pour bien remercier. Elle va bien, Mélissandre? Elle va très très bien. Et la dernière victoire en championnat, a priori, remonterait au 12 février contre Lorient. Je pense que cette équipe, malheureusement, j'ai vu leur dernier match contre Montpellier, comme le disait Baptiste, ça faisait tellement mal au cœur. Déjà, ils ont perdu Delors, leur attaquant. Palois sort à l'heure de jeu. Blas sort à la 80e. Je pense que c'était plus pour l'économiser. Mais entre les joueurs sur le terrain qui étaient perdus complètement, les joueurs sur le banc de touche qui étaient vraiment la tête entre les mains, vraiment perdus, complètement perdus. Le coach, je pense que vraiment, lui aussi, il est aussi perdu que les joueurs. Je ne vois pas comment on peut passer à travers. Enfin, si on passe au travers là, c'est vraiment à désespérer de notre saison. Mais voilà, j'ai vraiment je pense que cette équipe de Nantes a tout donné sur ses matchs de coupe. La finale leur a laissé
grosses déceptions et on n'a pas affaire à une équipe, on a affaire à des individualités qui jouent pour eux. Et malheureusement, ben, ça se voit sur le terrain, donc je ne vois pas comment on peut passer au travers. Alors, quelle que soit la charnière qui va être mise en place, le milieu de terrain, sincèrement, je pense que c'est sans doute un des matchs pour lequel je suis le moins inquiet cette année. Alors, quand tu disais ils ont perdu de l'or, c'était un hommage à Louis de Funès C'est ou... ça, ils ont perdu de l'or, mais malheureusement à la 6e minute, et le pauvre est sorti, et vraiment ça avait l'air assez grave. En plus, je pense pas qu'il soit remis pour le match de. Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il pleurait? Oui, bah, il pleurait, mais de désespoir. Mais c'est un hyper affectif, hein, de l'or. Pleurer de l'or. Hyper Il y a affectif. il y avait des bons cochonneaux aussi là-bas. Entre ces changements de club, c'est toujours Et pour le l'amour lot a du gagné. maillot, et ça se voit, quoi. Alors, Capenoul, Delors n'a rien fait à Nantes. Palot est dépassé, critique les attaquants. Nantes va-t-il nous montrer son projet de jeu pour Life? Et Nantes est en perdition. Les joueurs n'ont plus la tête au foot. Ils font les baillots dans les boîtes de Nantes. C'est vrai. C'est les infos qui sortent, ouais, et ça ne se passe pas bien du tout avec les supporters. Voilà, donc la seule chose qu'ils ont été capables d'améliorer en cette fin de saison, c'est le handicap au golf de Comboiré, qui a maintenant beaucoup plus de temps pour y jouer. Mais bon, malheureusement, je ne sais pas si ça sauvera les Canaries à la fin de ce championnat. Je vous propose peut-être de... Oui, non, j'en prie, c'est bon. Non, l'idée là-dessus, mais c'est bon. Je vous propose de terminer l'émission. Il est déjà 22h16, on a largement débordé. Alors, terminer peut-être sur juste un dernier tour de table, à la fois votre pronostic pour le match, les buteurs, et la place à laquelle vous voyez le LOSC en fin de saison. Christophe C, tu avais la main, je te laisse la main. Pronostic, buteur et place à la fin de saison. Pronostic 3-0 avec un but d'Alessandro, un but de Bamba, il est chaud en ce moment, et un but de David pour qu'il ait un bel hommage dans notre stade pour certainement son dernier match à Lille. Donc voilà, 3-0. Je ne sais plus où il est buteur, c'est fait. Et notre place, 4e, j'y crois vraiment, 4e. Julien, des Dogs de Paris, même question. Victoire 2-1 et but de Cabella et but de Lenny Yoro sur corner. Je pense que je le dis à chaque fois, ça finira bien par rentrer s'il joue. Et pourquoi? Pour aller rêver à 3 d'une 4e place. Moi, j'ai déjà mes billets, j'y vais avec mon fils et j'y vais pas pour faire du tourisme. Donc voilà, j'espère qu'on va gagner. Donc vous allez à 2 à 3, c'est ça? On va à 2 à 3, ouais. D'accord. Baptiste. Voilà, tout à fait. Baptiste, est-ce que tu peux nous faire part de tes pronostics, les buteurs et la place à laquelle tu vois le LOSC terminer en fin de saison? Pas de replay, but de fond, David, Cabella et Alexandro. Et on finit à la 4e place. Georges, est-ce que tu es du même avis? Alors moi, je vois un 4-0 avec un quadruplé de Bayo. J'ai rien de tel que Bayo pour se faire les petits jaunes. Et je nous vois donc, ouais. Tu termines bien, Georges. 4e. Tu termines bien, Georges. Non, la 4e place maintenant, on n'a jamais été aussi proche, elles sont bons. Et puis, ouais, Monaco est moribond, donc ouais, on va aller la chercher. Christophe Vieux, ton pronostic? 3-0, but de David Wea Ounas. Et on finit 5e. Après une défaite à 3, 2-0, et on balance la grosse caisse sur le terrain comme les Lensois l'ont fait à l'époque. Comme ça, voilà. Et on se fait éliminer à la rentrée par Copenhague. Voilà, c'était pour tempérer un peu cette vague d'optimisme. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est pareil, un live 3-0, David Fonte-Wea. Marius, 3-0, David Fonte-Bamba pour avoir 3 hommages, 4e place. On a Trifred, 4e, victoire 3-0, doublé David et un but de Gudmundsen. Fabien, 2-0, David Cabella. Quand tu vois les matchs de Nantes, Auxerre et Brest le week-end dernier, ça fait peur pour les Canaries. 3-1 et 5e pour Olivier. Et puis Virgile qui termine en si on ne marque pas rapidement le match face à Nantes, le stress peut vite impacter notre équipe. Une remarque, François, pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas encore pris leur place en parquage. Donc, on l'a expliqué, c'est la tribune d'à côté, qui est à côté, côte à côte du parquage qui est ouverte, niveau 1, niveau bas. Je vous ai mis le lien dans les commentaires. Et c'est le lien directement de la billetterie de 3. Vous verrez, vous pouvez choisir tribune basse, tribune haute. Pour la tribune scène, c'est 25 €. Donc, si vous voulez nous rejoindre et être présent
à 3, allez-y. Et si je peux me permettre un conseil, dépêchez-vous parce que ça va partir très vite. Il y a beaucoup de demandes. Moi, je n'ai pas arrêté d'être sollicité depuis 48 heures. Ah ouais. Et j'ai passé l'info à plusieurs personnes qui m'avaient contacté au téléphone ou sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie demande parce que tout le monde n'a pas pu trouver de place avec les groupes de supporters, avec les sections, parce qu'il n'y avait que 800 places et il y avait, je vous rappelle, plus de 1300 personnes à Reims. Et là, à 3, il n'y a aucune raison que le match ne se déroule avec moins de supporters lillois. Marius qui nous dit on y va à cheval à 3, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça peut être un concept. Donc, et puis tout est là, c'est un samedi, ça pourrit pas tout votre week-end. La ville est sympa, si on arrive un peu tôt et qu'il fait un rayon de soleil, c'est hyper sympa de prendre l'apéro à 3. Le petit stade de 3 est vachement sympa, les supporters adverses sont absolument pas violents, vous pouvez y aller en famille, enfin... Toutes les circonstances. On mange bien à 3. Hein. On mange bien à 3, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai, on mange bien. Les restos sont bons. Mais niveau bien, t'as vachement de plan à 3, toi. Faut pas faire trop à 3. Soyons nombreux à 3, d'autant que les Strasbourgeois se la racontent un peu là, sur les réseaux sociaux en disant « Nous, on était 2000 à 3 », j'ai envie de dire « Soyons plus de 2000 à 3 ». Et pour y aller, il y a un plan? Un plan à 3, magnifique. Je préférais la dernière de Georges tout à l'heure, mais bon, on la prend quand même, hein, Baptiste, je te rassure. C'est vrai qu'il y a plagiat, bravo. C'est vrai qu'il y a plagiat. La seule contre-indication, c'est... mais vas-y. Si vous allez au concert de Mylène Farmer, vous ne pourrez pas aller à 3 parce que c'est en même temps et ça, c'est vraiment très dommage. Donc voilà. Donc, c'est juste un mot, François. Il y aura peut-être également le dernier match d'Adil Rami. Je ne sais pas s'il sera titulaire parce qu'en ce moment, il ne joue plus, mais certainement sa dernière apparition, en tout cas autour d'un terrain. Alors, je ne sais pas s'il va être célébré par les supporters troyens. Je n'ai pas l'impression. Mais par nous, oui. Finir dans le COP Lillois. Par nous, oui. Oui, à la limite, il viendra avec nous. Je pense qu'il va finir dans le COP Lillois. Pas commencé dans le COP Lille. Voilà, Adil, un mascotte comme à Lille. Voilà, Adil, si tu nous entends, tu sais que le COP t'attend et tu es bienvenu là-dedans. On va célébrer ta fin de carrière entre amis, entre Lillois, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Dernier point encore, pardon. On ne va pas conclure. Hein. Non, Pierre Ambroise me rappelle un truc hyper juste. À la même heure, il y a Lens qui joue à Auxerre. Ça veut dire qu'on va se retrouver sur l'autoroute au même moment. Donc, soyez très vigilant sur l'autoroute et sur les aires de repos, parce qu'évidemment, si vous croisez les Red Tigers avec leurs petits copains habillés en noir, ça peut mal tourner, c'est pas les plus brillants intellectuellement, donc faites attention. Là, pour le coup, la route est dangereuse. Voilà. Comme on a des gens habillés en noir également, qui ne sont pas forcément les plus intelligents. Ouais, c'est ça. Voilà, on n'a pas évoqué ça tout à l'heure. C'est pas tant les aires de repos que l'alcoolémie au volant qui va m'inquiéter. Voilà, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure parce qu'on n'aime pas parler des choses qui fâchent, mais c'est vrai que l'avant-match de Marseille et l'après-match ne sont pas très bien passés entre supporters des deux camps, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que des rencontres fortuites dans les stations de repos sur la route de Troyes pourraient être difficile à digérer et vous gâchez votre déplacement. Donc, faites attention et soyez bien présents au Stade de l'Aube pour mettre une sacrée ambiance et fêter avec nos joueurs la qualification à l'une des 2 plus belles Coupes d'Europe qui existent. Hein. La vraie Coupe d'Europe, celle qui sent la sueur, celle qui sent le travail, celle qui stades champêtres au printemps. Qui ne sent pas l'argent. Donc, allez, vive la Coupe UEFA et vive la Conference League, je le répète. Voilà, il est temps de terminer cette émission. Il est 22h23, on est très bavard, je crois que c'est le record de cette année. On a fait quasiment 1h03. Donc, je voulais remercier tous les internautes qui nous suivent régulièrement. Vous étiez très nombreux en moyenne sur cette émission. Vous étiez très nombreux à réagir. Donc, je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le 34e rendez-vous du Bistrot d'Alliolosque mardi prochain. Je voulais remercier également les piliers présents ce soir. Merci Christophe C. Merci à toi, merci à tous. À bientôt les amis. Merci Christophe D. Merci à toutes et tous. Merci Georges. Merci à toutes et tous, et en particulier à mon ami Thierry, avec qui j'ai fait connaissance sur Facebook ces temps-ci, et qui est vachement sympa. Alors, entre Julien qui fait des connaissances dans les parkings à 2h du matin et Georges qui fait des plans Facebook, le bistrot quand même se détériore un peu, je ne voudrais pas dire. Merci Julien, merci pour ta participation.
Merci. Malheureusement, je ne serai pas au match de Nantes. Je ne peux pas monter à Lille. Je serai à Troyes. Et ceux qui nous croiseront à Troyes, surtout, venez nous voir, qu'on mette des visages sur ces gens avec qui on discute dans le chat à chaque émission. C'est hyper sympa quand on se croise au bar ou lors des déplacements. Donc, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Et il a fait une furtive mais brillante apparition ce soir. C'est notre ami Monsieur Big Data, alias Monsieur Cochonou. Bravo, Monsieur Big Data. Merci à toi. Merci beaucoup. Je voulais également saluer le parrain de cette émission, Monsieur Patrick Bruel. Un grand salut, big up. Hein. Et je voulais donc vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bien sûr, on va faire le cri de guerre, mais à la mode Bourak. Je ne sais pas si vous avez vu les images, la vidéo sur Twitter. Non, c'était pas ça, c'était allez, lance. Donc, je vous propose de le faire à la façon Bourak. 1, 2, 3. Allez, lance. Allez, lance. Allez, salut, ciao, à la semaine prochaine, au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.